Alors, donc aujourd'hui, on va parler de climat. Qui connaît la trombine du type qui est à droite, là? Pas plus? Non? Oui? Une dizaine, une quinzaine de personnes? Qui sait ce qu'il faisait à ce moment-là? Oui, oui, donc? Très bien. Et son nom est Laurent Fabius, absolument, ancien Premier ministre de la France. Alors, monsieur Laurent Fabius, en décembre 2015, abat tel un commissaire-priseur son marteau sur le pupitre et déclare accepter ou approuver l'accord de Paris, qui dit que les pays de la planète vont faire leurs meilleurs efforts pour que l'élévation de température reste bien en dessous de 2 degrés. Voilà. Donc si cet accord était effectivement, avait une portée effective, pratique, eh bien, vous pourrez remplacer ce cours par une grande récréation en vous disant que le problème est réglé, donc ce n'est pas la peine de vous enquiquiner en vous expliquant de quoi il retourne avec le problème, puisque le problème est réglé. Alors malheureusement, il va quand même falloir 2h30 pour vous expliquer que le problème est très très loin d'être réglé et qu'il y a encore un petit peu de chemin entre la coupe et les lèvres. Vous avez ici une courbe de la concentration atmosphérique en CO2 exprimée en millionième. Donc on exprime la concentration atmosphérique en CO2, en général, je vais revenir longuement sur ce que c'est que le CO2 et d'où il sort, etc., mais qui est exprimée en partie par volume, c'est-à-dire la fraction molaire de l'atmosphère qui est composée en volume qui est composée de CO2. C'est des millionièmes, donc quand vous avez sur ce graphique 300 ppm, 300 millionièmes, ça vous fait 0,03%, c'est aussi comme ça que vous pouvez regarder. Et au lieu de graduer en fonction des années, donc cette année correspond à 1995 et cette année correspond à 2017, j'ai gradué en fonction du numéro de la réunion annuelle de la conférence des parties de la Convention climat. Donc vous savez, la Convention climat, j'y reviendrai aussi pendant ce cours et le suivant, c'est l'accord onusien que tous les pays de la planète ont signé puis ratifié en disant qu'on allait s'occuper de vous, c'est-à-dire des générations futures, puisque ça a été signé en 1992 et je pense qu'en 1992, il n'y avait pas grand monde dans cette salle qui était déjà né. Donc les générations futures, c'est vous, et donc dans ce papier, on a dit qu'on allait s'occuper des générations futures. Alors ça, c'est signé en 1992 et ratifié en 1995. Donc en 1995, c'est un grand succès puisque la Convention climat qui dit qu'on va s'occuper de vous entre en vigueur et il y a la première réunion annuelle de la conférence des parties, c'est-à-dire, alors ce qu'on appelle la conférence des parties, c'est pas des bouchers qui se réunissent pour discuter des bons morceaux du bœuf, non. La conférence des parties, c'est la réunion annuelle des parties à la Convention, parce que dans le jargon onusien, un pays qui signe ou qui ratifie une convention s'appelle une partie, voilà, comme ça. Donc les parties à la Convention, en fait, c'est les pays ou les entités, puisque l'Union européenne est ratificataire, qui ont ratifié la Convention. Donc, année 1 de la vie de cette convention qui entre en vigueur en 1995. Grand succès, évidemment. 1997, c'est l'année du protocole de Kyoto, qui est, j'y reviendrai pas en détail, qui est une annexe à la convention climat dans laquelle on dit, ben voilà, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui vont prendre des engagements quantitatifs de réduction, dont la France. Donc la France a dit, les réductions qui viennent de chez moi vont baisser de 5% entre telle année et telle année. Un certain nombre d'autres pays ont pris exactement le même genre d'engagement. Vous voyez l'effet que ça a eu sur la concentration atmosphérique par la suite. Arrive Copenhague, qualifié d'énorme échec, bon. Arrive Paris, qualifié d'énorme succès, on verra. Donc cette petite entrée en matière est là pour vous montrer que malheureusement, et on le verra sur un certain nombre d'autres courbes que je vais vous montrer, jusqu'à maintenant, la quantité de bruit fait sur le changement climatique est un paramètre qui n'a pas d'influence sur ce qui se passe vraiment. D'accord ? Donc il y a 2 processus décorrélés dans le monde. C'est ce qui se passe vraiment au niveau des émissions et des processus climatiques qui en découlent, et la quantité de gens qui disent qu'il faudrait faire quelque chose. Voilà, c'est 2 processus pour le moment totalement distincts, malheureusement. On va parler de climat. Alors, parlant de climat, je vais insister, même pour les cervelles bien faites que vous êtes, nous allons parler de quelque chose qui est inaccessible à vos sens.
D'accord? Vous avez beau être de très brillants élèves ingénieurs sélectionnés pour rentrer dans une école très difficile d'accès, vous restez des animaux comme moi, et donc vous faites confiance à vos sens, parce que l'espèce humaine est une espèce qui fait confiance à ses sens. D'accord? Donc on date d'une époque où c'était nos sens qui nous disaient qu'il fallait courir pour échapper au tigre à dents de sabre qui ne pensait qu'à faire son 4 heures avec nous. Et donc on sait ce que c'est que les choses que nos sens nous indiquent dans notre environnement immédiat. Alors, en ce qui concerne les paramètres climatiques, ce que nos sens savent nous indiquer dans notre environnement immédiat, c'est la température qui fait tout de suite là où on est, éventuellement les précipitations qu'il y a tout de suite là où on est, la luminosité qu'il y a tout de suite là où on est, la nébulosité, c'est-à-dire les nuages qu'il y a tout de suite là où on est, le vent qu'il y a tout de suite là où on est, etc. Ces paramètres-là, appréciés de façon locale et instantanée, en science, ça conduit à ce qu'on appelle la météo. Donc la météo, c'est l'évolution instantanée et locale, ou dans un avenir très proche, de choses qui parlent à nos sens, c'est-à-dire les conditions qu'il va faire ici. Ce matin, pour savoir si je mettais un manteau ou pas, j'ai regardé la météo qu'il allait faire à Paris, et je me fiche, comme de l'an 40, de savoir quelle est la météo aujourd'hui à Buenos Aires pour prendre le manteau. Voilà. M'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse pour savoir si je mets un manteau ou pas, c'est la météo qu'il va faire à Paris. Alors, le climat, à contrario, dont on va parler maintenant, est quelque chose qui est inaccessible à vos sens, en tout cas de façon directe. Il l'est de façon indirecte, mais il est inaccessible de façon directe, parce que quand on parle de climat, on va parler de moyenne. Or, une moyenne, vous le savez comme moi, c'est une construction intellectuelle. D'accord? C'est une série ou une intégrale, donc c'est pas un truc que vous observez dans la nature. C'est une construction intellectuelle, une moyenne. Or, c'est cette construction intellectuelle qui va permettre de comprendre si oui ou non, on est en train de dériver hors norme par rapport à quelque chose qui est notre environnement habituel. Alors vous voyez quand même des manifestations indirectes du climat dans le monde qui nous entoure. Par exemple, dans les manifestations indirectes, il y a la végétation. Manifestement, la végétation qu'il y a au Groenland, il n'y en a pas beaucoup, la végétation qu'il y a en Afrique et la végétation qu'il y a sur le pourtour du bassin méditerranéen ne sont pas les mêmes parce que le climat n'est pas le même. Donc des manifestations indirectes du climat vous en voyez, mais des manifestations directes, c'est-à-dire approcher une moyenne par ses sens, on n'y arrive pas. Alors il y a une confusion. Est-ce qu'on parle d'une méthode temporelle ou spéciale? Les deux, mon général. La confusion vient de ce que, dans un cas comme dans l'autre, on manipule les mêmes critères, c'est-à-dire que c'est les mêmes variables qu'on manipule, mais dans un cas, on va regarder des valeurs instantanées et locales, et dans l'autre cas, on va regarder des moyennes spatiales ou temporelles, ou les deux. Et les variations régulières de ces moyennes. Par exemple, la variation saisonnière fait partie du climat. Vous avez des variations saisonnières qui concernent la température, ça c'est les moyennes latitudes, qui concernent éventuellement le fait qu'il y ait du soleil, ça c'est les pôles, ou qui concernent le fait qu'il y ait beaucoup de pluie ou peu de pluie, ça c'est plutôt les régions équatoriales. Donc vous avez des variations saisonnières qui ne sont pas toujours les mêmes où que vous alliez. Alors je vais retaper sur mes ennemis préférés, à savoir les journalistes. Je vais vous donner là un exemple de quelque chose qui s'est produit il y a quelques années. De quelque chose qui s'est produit il y a quelques années que j'avais trouvé intéressant. Il y avait eu un moment un article dans le journal, comme il y en a de temps en temps avec des gens qui veulent se rendre intéressants, en disant, quand vous regardez, il ne peut pas y avoir de réchauffement climatique parce que la planète, en ce moment, ça ne se réchauffe pas, il fait froid. Alors voilà un jour où il se trouve que le hasard a fait qu'il y a eu des anomalies négatives, c'est-à-dire des températures plus fraîches que la moyenne, dans tout un tas d'endroits fortement peuplés. Vous voyez, un bout d'Europe, un bout des États-Unis, un bout du Japon, etc. Alors il se trouve que là où il y a des hommes, il y a des agences de presse et il y a des gens pour envoyer des communiqués de presse. Donc il y a des tas de gens qui disent, regardez, là où je suis, là, aujourd'hui, là tout de suite, il fait froid. Sauf qu'au même moment, ni les pingouins, ni les dauphins au milieu de l'Atlantique, ni tous ces gens-là n'ont pu dire, ah mais vous savez, chez nous en ce moment, il fait beaucoup plus chaud que la moyenne. Donc si vous faites vraiment une moyenne, c'est-à-dire avec là où il fait plus froid et là où il fait plus chaud, il n'y a pas de problème. La moyenne de l'ensemble de la surface planétaire est bien au-dessus de sa valeur de référence. Voilà, donc et ça continue de temps en temps. C'est plus rare maintenant, mais enfin, il continue à y avoir quelques personnes qui jouent à ce genre de petits jeux. C'est assez facile, encore une fois, en faisant la confusion entre une valeur instantanée et une moyenne. Ça ne tient qu'à ça. Et c'est très facile, encore une fois, d'abuser les gens qui ne sont pas familiers du sujet, parce que c'est les mêmes paramètres et parce que nos sens ne nous disent pas ce que c'est qu'une moyenne.
Il y a eu un autre travers qui est assez classique, il faut que je change l'année tous les ans, mais bon, c'est toujours le même principe, qui est assez classique quand on s'intéresse à ce sujet-là, c'est de mal interpréter une série. Hein. Donc là, je pourrais dire que l'effet de ce processus, c'est le relèvement des températures. Je pourrais aussi dire que c'est la baisse du nombre de bateaux de pirates, parce que de fait, les sous-vêtements ont diminué en même temps que le nombre de bateaux de pirates a baissé. Enfin voilà, donc c'est très facile de faire une mauvaise interprétation de ce qu'on est en train d'observer tant qu'on n'a pas compris les processus. Hein. Donc il faut être... voilà, et du coup, c'est très facile d'avoir une mauvaise conclusion. Le climat, c'est donc des valeurs moyennes géographiques, enfin spatiales et temporelles, mais même ces moyennes sont amenées à changer. En fait, le climat de la Terre, depuis que la Terre existe, n'a jamais été stable sur des périodes géologiques. Alors la période géologique, on s'en fiche un peu quand on est un homme ou une femme, parce que votre espérance de vie, si tout va bien, est de l'ordre de grandeur du siècle, même si tout va mal, de quelques décennies, enfin je vous le souhaite. Donc ce qui se passe sur quelques millions d'années... Mais la Terre est passée par des époques très très contrastées en ce qui concerne son climat. Par exemple, il y a eu une époque où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère terrestre, hein, où l'atmosphère terrestre était composée essentiellement de CO2, puis de méthane et d'azote. Il y a eu des époques où la Terre était probablement quasiment totalement englacée. Une calotte qui couvrait la quasi-totalité de la Terre. Il y a eu une époque où il n'y avait pas de continent. Enfin bon, bref, donc la Terre est passée par des états extrêmement variés. Et si on regarde les quelques derniers millions d'années, c'est-à-dire l'ère quaternaire, à ce moment-là, il y a eu, même à ce moment-là, des grandes oscillations climatiques qui sont les glaciations-déglaciations, donc le climat n'est pas du tout resté stable. Si on se place à des échelles de temps qui sont le million d'années ou moins, on a un premier facteur de forçage qui s'appelle le forçage astronomique. Alors le forçage astronomique vient du fait que le système solaire, c'est un ménage à 10 et pas un ménage à 2. Et donc la Terre subit l'attraction des grosses planètes du système solaire. Donc on n'est pas dans une ellipse parfaite, régulière au cours du temps, qui est celle que vous savez calculer, je ne sais plus où, en géométrie, avec juste 2 corps. On est dans un système à 10 corps. D'accord, il marche moins bien. En tout cas, c'est pas régulier. Donc, il y a des variations de l'orbite, je vais y venir juste après, et ça peut déformer le système climatique sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de la centaine de milliers d'années. Les continents ne sont pas toujours là où ils sont. Il y a une dérive, comme vous savez, des continents, et en fonction de l'endroit où est un continent, eh bien, la réflexion de la lumière solaire est plus ou moins importante. Par exemple, quand vous avez des continents qui se rapprochent des pôles, vous pouvez avoir des calottes permanentes qui apparaissent, typiquement le Groenland, et à ce moment, vous créez une surface très réfléchissante, beaucoup plus réfléchissante que l'eau océanique qui se trouvait là avant. L'installation de la calotte antarctique sur le pôle sud, il y a quelques dizaines de millions d'années, alors j'ai lu 30 ici, 15 là, mais enfin l'ordre de grandeur est le même, a refroidi le climat planétaire de quelques degrés, à cause de la création de ce grand miroir qui évacue une partie du rayonnement solaire sans qu'il ait le temps de chauffer le sol. Après, vous avez des oscillations internes au compartiment fluide de l'atmosphère, et notamment des processus qui sont liés à la circulation océanique à large échelle, qui peuvent changer le climat sur des périodes de temps qui vont du siècle au millénaire. Et évidemment, vous avez la dynamique interne de l'atmosphère, mais ça change le climat sur des durées qui sont très très courtes. Et puis maintenant, vous avez nous, tout en bas, là, la cause anthropique, donc cocorico, nous sommes devenus un agent climatique, nous sommes devenus un agent qui force le système climatique. Quand vous faites de la météo, donc j'y reviens, le seul compartiment qui réagit à l'échelle de la journée, c'est l'atmosphère. Donc vous faites un bon modèle d'atmosphère, donc vous prenez vos copains, pas vous parce que vous ne savez pas faire, mais vos copains de super-héros, eux ils savent faire, et vous les envoyez à Météo France, vous leur demandez de faire un modèle de climat, et ils vous prévoient correctement la météo. D'accord ? Par contre, si vous voulez regarder comment évolue le système à l'échelle du siècle, ce dont on va parler maintenant, ça suffit plus de faire un bon modèle atmosphérique, ça ne suffit pas. Il faut savoir modéliser l'évolution à ces échelles de temps d'autres compartiments de la planète, et en particulier de l'océan. L'océan, c'est le compartiment fluide qui pilote l'évolution du système climatique à l'échelle du siècle, beaucoup plus que l'atmosphère. Donc si vous voulez faire un bon modèle météo, vous levez le nez. Si vous voulez faire un bon modèle de climat, au contraire, vous baissez la tête. À des échelles de temps encore plus longues, donc comme je le disais, c'est les paramètres astronomiques qui dominent. Alors ces paramètres astronomiques, quelles sont leurs variations ? La première, c'est que, à cause donc de l'attraction des grosses planètes du système solaire, vous avez
3 paramètres qui vont varier au cours du temps. La première, c'est que bon, la Terre fait pas une ellipse exacte puisque ça se déforme, mais enfin c'est une quasi-ellipse dont l'excentricité est plus ou moins grande, avec une quasi-périodicité de 100 000 ans. D'accord ? Ça, c'est une première variation qui est introduite par l'attraction des grosses planètes. La deuxième variation qui est introduite par les grosses planètes, c'est que vous avez l'axe de rotation de la Terre qui est plus ou moins incliné sur le plan de l'orbite. Alors vous comprenez que si l'axe de rotation de la Terre était totalement perpendiculaire au plan de l'orbite, est-ce qu'on aurait des saisons? Non, on n'aurait pas de saison. D'accord? Parce que l'inclinaison solaire serait toujours la même toute l'année, donc la quantité de chaleur récupérée à une latitude donnée serait toujours la même toute l'année. Soit dit en passant, climat vient du mot grec klima, K-L-I-M-A, qui veut dire inclinaison. Par contre, quand vous avez une inclinaison extrêmement prononcée, eh bien, selon la période de l'année où vous êtes, vous avez la tête au chaud ou les fesses au froid, enfin ou l'inverse, et donc vous avez un très gros contraste entre les saisons. D'accord? Donc plus l'axe est incliné sur le plan de l'orbite, et plus il se rapproche du plan de l'orbite, on va dire, et plus vous avez un contraste important entre les saisons. Et en particulier, à ce moment-là, vous pouvez avoir des étés plus chauds et des hivers plus froids, quand vous vous rapprochez des moyennes latitudes. Et enfin, la dernière chose qui se passe, c'est que vous avez l'axe, comme une toupie, l'axe de rotation de la Terre qui tourne autour de la perpendiculaire au plan de l'orbite. Hein. Ce qui veut dire que comme vous avez un apogée et un périgée, eh bien, vous montrez alternativement la tête ou les fesses, c'est-à-dire l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, au plus près ou au plus loin du Soleil. Hein. Donc, il y a, avec une quasi-périodicité de 20 000 ans, vous avez plutôt l'hémisphère nord quand vous êtes au plus près du Soleil, qui regarde le Soleil, ou plutôt l'hémisphère sud. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. Et ça change avec une quasi-périodicité de 20 000 ans. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez notamment quelque chose qui varie de manière forte, c'est l'insolation à 65 degrés nord. Vous allez me dire l'insolation à 65 degrés nord, parce qu'on s'intéresse tout d'un coup à l'insolation. Alors pourquoi? Parce que c'est la zone très sensible qui conditionne les entrées en glaciation ou les sorties de glaciation pendant l'ère quaternaire. Parce que c'est un endroit où avec les variations de ces paramètres astronomiques, vous pouvez avoir une variation très importante de l'insolation qui est reçue en particulier en été. Plus l'axe se redresse et plus moins il y a de contraste entre les saisons. Et donc à ce moment, l'été est proportionnellement moins chaud. L'été est proportionnellement moins chaud. Et quand vous êtes suffisamment près des pôles pour qu'il neige quand même l'hiver, à ce moment, vous avez la neige qui n'a plus envie de beaucoup fondre l'été. La neige se met à s'accumuler année après année et vous entrez en glaciation. D'accord? Donc en fait, une des conditions de l'entrée en glaciation, c'est que l'axe se redresse sur le plan de l'orbite. Et corrélativement, quand il s'incline, c'est l'inverse, vous avez des étés très chauds, ça se met à fondre. Donc vous avez ici des variations de l'insolation qui vont avec les entrées et les sorties de la dernière glaciation qui sont illustrées ici. Alors dans tous ces paramètres, il y en a un qui aujourd'hui est devenu le paramètre dominant. Non, pardon, il va falloir que je m'interrompe 30 secondes pour vous retrouver la petite animation qui va bien. Voilà. Ici, vous avez une petite animation faite par les seules personnes sérieuses qui comptent dans ce monde, c'est-à-dire les producteurs de champagne. En plus, c'est vrai. On fait cette petite animation en 2002 pour une conférence qui essaye d'expliquer en quoi consiste la mécanique, on va dire la dynamique de l'effet de serre, qui est un des processus qui est à l'œuvre en ce qui concerne la formation du climat. Alors, vous avez ici une illustration simplifiée de la surface terrestre constituée de sols émergés et d'eau, d'océans, et de l'apport énergétique qui permet à la machine climatique de fonctionner, c'est-à-dire de l'énergie solaire. Parce que la machine climatique, elle est comme toutes les machines au monde, elle est soumise à la première loi de la thermodynamique. Donc pour qu'elle fasse quelque chose, il lui faut de l'énergie. Hein. Et cette énergie est essentiellement amenée par le rayonnement solaire. Alors ce rayonnement solaire, quand il arrive à la surface de l'atmosphère, vous en avez en gros un tiers qui est réfléchi vers l'espace par tout ce qui est brillant vu de l'espace. Donc si vous regardez une photo satellite de la Terre, vous avez deux types de surfaces qui sont particulièrement brillantes, qui sont la neige, ça vous allez trouver, et puis les déserts, absolument. Donc vous avez la neige et les déserts qui sont particulièrement réfléchissants. Ça vous évacue à peu près un tiers de l'énergie solaire incidente. Les deux tiers restants,
puisqu'ils ne sont pas réfléchis, c'est qu'ils sont absorbés, et ils vont être notamment absorbés par le sol. Alors le sol, comme toute, j'ai envie de dire, comme dans tout système énergétique, va récupérer de l'énergie qui est celle qu'il absorbe sous forme de rayonnement lumineux, enfin de rayonnement électromagnétique pour être plus précis, parce que on va dire que 50% du rayonnement solaire, c'est de l'infrarouge proche, hein. Il n'y a que 40% de visible et 10% d'ultraviolet. Donc le sol absorbant l'énergie solaire va chercher à se mettre à l'équilibre énergétique, lui aussi, et le sol a trois manières de se mettre à l'équilibre énergétique, c'est-à-dire de restituer en régime stationnaire l'énergie que lui a fournie le soleil. La première manière qu'il a, c'est de la chaleur de contact. Donc vous êtes au-dessus d'un sol chaud, vous mettez de l'air au-dessus, la chaleur se transfère directement par contact. C'est une première manière dont le sol restitue de l'énergie. Une deuxième manière dont le sol restitue de l'énergie, alors c'est pas très bien représenté, mais vous le voyez quand même là avec cette espèce de petit truc flashy bleu là, c'est la chaleur latente de l'eau, évaporation, condensation. Donc quand vous chauffez le sol, qui se trouve être aux 2/3 de l'eau, puisque les 2/3 de la planète sont couverts d'eau, eh bien vous allez évaporer de l'eau, et là vous avez de la chaleur latente qui est utilisée pour l'évaporation, restituée dans l'atmosphère. Et vous allez avoir un troisième mode de restitution de l'énergie, qui est que le sol va rayonner de l'infrarouge. Puisque vous vous rappelez que tout corps au-dessus de 0 Kelvin rayonne quelque chose. Alors le soleil qui en surface est à 6000 Kelvin a un spectre dans lequel il y a beaucoup de visible, beaucoup d'infrarouge proche, un peu d'ultraviolet. La Terre, qui est en moyenne à 300 Kelvin en ordre de grandeur, enfin un peu plus, 310, a un spectre qui est beaucoup plus long, d'accord, c'est déplacé vers des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus importantes. Et dans ces longueurs d'onde plus importantes, il y a essentiellement ce qu'on appelle de l'infrarouge lointain, qui est, soit dit en passant, à peu près le même rayonnement infrarouge que celui que vous émettez vous et qui vous permet d'être vu avec une caméra à infrarouge ou qui permet de regarder les infrarouges qui s'échappent de la passoire thermique dans laquelle vous habitez, si c'est le cas. Voilà. Même, tout ça, c'est dans les mêmes longueurs d'onde. Et il se trouve que l'atmosphère, qui est parfaitement transparente au rayonnement solaire incident, à l'exception de... Qu'est-ce qui passe pas à travers l'atmosphère? Les ultraviolets, qui sont interceptés par une espèce chimique que vous trouvez dans la stratosphère, qui s'appelle l'ozone. Eh bien, à l'exception de cette interception-là, l'essentiel du rayonnement solaire passe à travers l'atmosphère sans encombre, alors que le rayonnement réémis par la planète, et il s'agit bien de réémis, pas réfléchi, comme je le trouve parfois dans quelques copies, eh bien, c'est de l'infrarouge lointain pour lesquels, l'atmosphère va comporter des espèces qui sont très fortement opaques à ces infrarouges, et très fortement opaques, ça veut dire qu'ils disposent de raies d'absorption dans l'infrarouge lointain. Et en fait, un gaz à effet de serre, c'est ça sa définition, c'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge lointain émis par la planète. Comme l'atmosphère est essentiellement donc opaque à ces infrarouges, elle va absorber l'énergie de ces infrarouges, puisqu'elle les intercepte. Même motif, même punition, l'atmosphère va chercher elle aussi à se mettre à l'équilibre énergétique, et pour se débarrasser de l'énergie qu'elle absorbe, quand elle est à l'équilibre énergétique, elle n'a qu'un seul moyen à sa disposition, elle ne peut pas évaporer de l'eau, tout ce qu'elle peut faire, c'est re-rayonner de l'infrarouge. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous interceptez les infrarouges émis de la surface, vous les interceptez, vous les réémettez, mais vous allez en réémettre dans toutes les directions. Donc une partie part vers l'espace et va finir par mettre la planète à l'équilibre énergétique vu de l'espace, mais une autre partie retourne au sol et donc contribue à un deuxième chauffage du sol après le chauffage direct du rayonnement solaire. Alors en termes de watts par mètre carré, le rayonnement infrarouge issu de l'effet de serre est presque aussi important que le rayonnement solaire, mais comme je ne sais plus qui a dit que P égale sigma T4, évidemment ça ne double pas la température d'équilibre du sol, mais ça l'augmente quand même de 30 degrés. Donc si l'effet de serre naturel n'existait pas, bonne nouvelle pour vous, ce cours n'aurait pas lieu, mauvaise nouvelle, vous n'existeriez pas, parce que la Terre serait trop loin du point triple de l'eau pour que la vie ait pris place, en tout cas pas celle qu'on connaît. Donc l'effet de serre naturel, c'est une très bonne chose, il a permis l'apparition de la vie, et soit dit en passant, par une espèce de magie de l'équilibre des processus, il a augmenté à mesure, il a baissé l'effet de serre naturel à mesure que la puissance solaire augmentait, parce que depuis que l'étoile Soleil s'est formée, sa puissance a augmenté,
Et il y a eu une espèce d'évolution corrélative à la fois de l'effet de serre et de la puissance solaire qui fait que la température de la planète ne s'est jamais beaucoup éloignée du point triple de l'eau. Enfin, en dessous. Elle n'est jamais descendue sous le point triple de l'eau partout. Donc, voilà, donc c'est quelque chose d'assez remarquable, on va dire. Ça marche. Là-dessus, on arrive nous. Alors, on arrive nous, et l'histoire que je vous ai racontée au premier cours, c'est-à-dire on arrive nous avec nos machines, nos vaches et nos 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 7, puis 8 milliards de bipèdes. Alors, ce faisant, nous allons mettre en route des activités qui créent des émissions additionnelles de gaz à effet de serre. Alors, en fait, des émissions de gaz à effet de serre, la planète en fait toute seule aussi, mais nous, on en rajoute. Et comme ces gaz à effet de serre ont la sale manie de ne pas vouloir s'évacuer rapidement de l'atmosphère une fois qu'on les y a mis, j'y reviendrai, eh bien, à ce moment, nous allons augmenter la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. Donc, on va augmenter l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la planète. Si on augmente l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la planète, ça veut dire qu'on va intercepter encore mieux ce qui est émis par le sol, et de ce fait, on va encore plus, entre guillemets, réchauffer la basse atmosphère, qui va encore plus réémettre dans tous les sens, dont vers le sol. Et donc, on va intensifier le chauffage du sol. Donc, l'augmentation de l'effet de serre engendre une augmentation de la surface planétaire. Alors, comme on augmente le chauffage du sol, eh bien, le sol va faire ce qu'il savait faire avec le rayonnement solaire de départ, c'est-à-dire qu'il va augmenter tous les termes, voilà, il va augmenter tous les termes de restitution d'énergie du sol vers l'atmosphère. Donc on va augmenter la chaleur de contact, on va augmenter l'évaporation-condensation, et on va augmenter le rayonnement infrarouge émis, et on va l'augmenter jusqu'à temps que ce qui arrive à passer à travers l'atmosphère, ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, soit redevenu identique à ce qu'on avait avant d'augmenter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dit autrement, on va revenir à l'équilibre énergétique vu de l'espace, mais dans l'intervalle, on aura intensifié les flux d'énergie entre le sol et la basse atmosphère. Alors, quand vous voyez cette petite animation... Oui. Ils ne les retiennent pas, ils les absorbent. Ils les absorbent et ils les réémettent. C'est un phénomène d'absorption-réémission. Les infrarouges qui viennent du Soleil, c'est des infrarouges de courte longueur d'onde. Ce n'est pas les mêmes. D'accord? Alors que c'est ce qu'on appelle les infrarouges proches. Infrarouge, c'est tout ce qui va au-delà du visible. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement précis en ce qui concerne les... Voilà, donc on a coutume, de les classifier en infrarouges proches, ce qui est très proche du visible, dans la même gamme, dans les mêmes ordres de grandeur de longueur d'onde, et les infrarouges lointains qui sont beaucoup plus loin. Ce que vous comprenez tout de suite en regardant cette animation, c'est que les mouvements convectifs, ou plus exactement les phénomènes extrêmes qui trouvent leur origine dans des mouvements convectifs, vont faire quelque chose entre guillemets. Les phénomènes extrêmes qui trouvent leur origine dans les mouvements convectifs, vous avez les ouragans. Vous savez qu'un ouragan, ça démarre par une convection importante, avec une température de surface de l'océan qui doit être élevée pour que vous ayez beaucoup d'évaporation. Vous avez les orages, vous avez les tornades, et tous ces phénomènes, vous comprenez que le moteur va augmenter, parce que la surface se réchauffe, l'évaporation augmente, mais corrélativement, comme une part croissante des infrarouges terrestres est absorbée près de la surface, il y en a moins pour réchauffer la stratosphère. Donc en fait, on va voir ça au prochain cours, une des marques de l'effet de serre, c'est que la température de surface augmente, mais la température de la stratosphère diminue. Du coup, vous allez augmenter le gradient de température dans la basse couche de l'atmosphère, ce qu'on appelle la troposphère, les premiers 10 km, et si vous augmentez le gradient de température, vous augmentez la puissance convective. Donc vous allez nécessairement, à cause du processus même qui est en cause, changer la façon, changer la dynamique des phénomènes extrêmes ou des phénomènes intenses sur le plan météorologique. Alors, je reviens... Voilà. Une fois que je vous ai expliqué ce qu'était l'effet de serre, pour comprendre la suite, il
il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que comprendre l'évolution du climat, sous l'effet des activités humaines, ça ne relève pas d'une seule discipline scientifique. Dans la presse, on voit souvent traîner le terme de climatologue. Et alors, quand on voit ça, on se dit, un climatologue, c'est un spécialiste de l'évolution du climat. Alors, en fait, spécialiste de l'évolution du climat, ça n'existe pas en tant que tel. À aucun moment, il y a eu des disciplines qui s'appelaient spécialistes de l'évolution du climat sous l'effet des activités humaines. Ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, c'est qu'il y a une instance de mise en commun des compétences de tout un tas de gens qui s'est créée sous l'égide des Nations Unies, qui s'appelle le GIEC, ou l'IPCC en anglais, ce qui veut dire International Panel on Climate Change, et en français on traduit ça par groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui consiste à demander à des chercheurs de mettre bout à bout les trouvailles de tout un tas de disciplines scientifiques pour donner une vision globale de ce problème qui est l'évolution du climat sous l'effet des activités humaines. Mais ça ne relève pas que d'une seule discipline scientifique. Alors par exemple, je vous ai dit que le climat planétaire changeait sous l'effet de l'attraction des planètes. Eh bien, vous avez besoin d'astrophysiciens pour comprendre la mécanique céleste, même sans autres planètes, du reste, vous en avez besoin. Vous avez besoin de dynamiciens de l'atmosphère, c'est pas les mêmes. Vous avez besoin de chimistes de l'atmosphère, c'est pas les mêmes. Vous avez besoin d'océanographes, c'est toujours pas les mêmes, etc. Donc vous avez besoin d'un certain nombre pour ceux d'entre vous, par exemple, qui ont entendu parler d'un homme qui s'appelle Jean Jouzel. Jean Jouzel, il est arrangé plutôt dans la catégorie des glaciologues. C'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur la teneur isotopique en oxygène 18, si ma mémoire est bonne, dans les grêlons. Donc oui, c'est là qu'il est parti. Donc voilà, donc vous avez besoin de tout un tas de spécialités. Et il a fallu un tour de force à la communauté scientifique pour demander à tous ces gens-là de se parler, pour donner d'une seule voix, avec un guichet unique d'accès à l'information, donc qui s'appelle le GIEC, une vision de ce qu'était l'évolution du climat sous les activités humaines. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous allez interviewer un scientifique dans la presse, aucun d'entre eux n'a, à cause de son travail, j'insiste à cause de son travail, une vue sur l'ensemble de ces disciplines. Il peut en avoir une avec ses lectures. Ça lui est évidemment pas interdit, comme à vous. Mais c'est pas son travail qui va lui donner une expertise de même niveau sur tout ce que vous avez évoqué ici. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est important de savoir que vous n'avez pas, encore une fois, de climatologue. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, des fois, on donne, j'ai envie de dire, l'acception la plus proche de climatologue qu'on puisse trouver dans la communauté scientifique, c'est modélisateur. Donc le climatologue, c'est celui qui fait le modèle, qui intègre les compétences de tous ses collègues. Bon. À la limite, ça, c'est la définition la moins mauvaise, mais c'est quand même quelque chose qu'il est important de garder en tête. Alors je vous disais que je me trompe toujours entre 1824 et 1826, et ben voilà, vous avez la réponse, c'est donc 1824 la bonne date, et donc 1826 les gaz de schiste à l'est des États-Unis. Donc 1824, l'effet de serre est identifié par Joseph Fourier. Vous avez entendu parler de Joseph Fourier? Un tout petit peu, bon. Donc notre ami publie un article dans lequel il dit il y a quelque chose dans l'atmosphère qui fait que les températures au sol sont plus élevées que si ce quelque chose n'existait pas. Donc il y a 2 siècles, quasi, à quelques années près, eh bien il y a un scientifique français, Cocorico, qui comprend que les températures au sol sont augmentées par le rôle de l'atmosphère. Vous avez quelques décennies plus tard, à nouveau un Français, puis un Irlandais, qui identifie les 2 principaux gaz à effet de serre que nous avons dans l'atmosphère, qui sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Donc, le fait qu'il y ait un effet de serre et qu'il soit provoqué au premier ordre par la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, ça a plus d'1 siècle et demi. En 1896, un Suédois, Monsieur Arrhenius, qui se trouve, puisqu'elle est de votre génération, être un des ancêtres de Greta Thunberg. Enfin bon, la Suède est un petit pays, après ils sont peut-être tous l'ancêtre de quelqu'un, mais donc il se trouve être donc un de ses ancêtres. À ses heures perdues, parce qu'il ne pouvait pas regarder la télé à l'époque, fait un petit calcul d'ordre de grandeur sur ce qui se passe si on double la quantité de gaz carbonique dans l'air. Et alors Monsieur Arrhenius dit 2 ou 3 choses qui sont absolument fondamentales. Il dit, 1, si je double la quantité de CO2 dans l'air, la température planétaire monte en moyenne de 4 degrés.
Donc en 1896, il y a un premier calcul d'ordre de grandeur qui tombe sur le bon résultat. Paraît-il un peu par chance, m'a dit Hervé Lautreux, mais quand même. Et par ailleurs, Arrhenius comprend, probablement à cause du rayonnement du corps noir, soit dit en passant, que si on a un supplément d'effet de serre, c'est-à-dire un supplément d'interception des infrarouges terrestres que vous avez partout à la surface de la planète, eh bien, l'augmentation de température qui en résultera, toute chose égale par ailleurs, sera d'autant plus marquée que la température de départ est basse. C'est-à-dire que pour une même puissance re-rayonnée vers le sol, plus la température de départ est basse et plus l'élévation de température est importante, à cause de T4. Et donc Arrhenius dit à cette époque-là quelque chose qui est parfaitement vrai et qui aujourd'hui permet de dire que c'est bien l'effet de serre qui est à l'œuvre. Ça augmentera plus vite au pôle que, enfin, s'il y a plus d'effet de serre, la température s'élèvera plus vite au pôle qu'au tropique. Or, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. S'élèvera plus vite la nuit que le jour. Et c'est également ce qui est en train de se passer, s'élèvera plus vite l'hiver que l'été, et c'est également ce qui est en train de se passer. Donc Arrhenius a compris ces deux choses-là en 1896, à la fois que ça monte de 4 degrés et que la structure spatiale de cette élévation de température porte une signature particulière qui est bien celle qu'on va retrouver aujourd'hui. Vous savez que les Anglais sont un peu fous, c'est pour ça qu'ils sont créatifs. Ils sont à la fois conservateurs et fous. Et donc, il y a quasiment un siècle, il y a un Anglais qui imagine de faire une simulation numérique, mais à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Donc, comme il n'y a pas d'ordinateur, il se dit, je vais prendre des physiciens. Donc, alors, je sais pas, tous les ingénieurs des mines, enfin bon, bref. Donc, il se dit, je vais tel un orchestre, tous les diriger à la baguette, pour leur faire la résolution des équations de manière unitaire, les uns derrière les autres. Alors, évidemment, ça marche pas. Mais, dès que le premier ordinateur est mis au point, et vous verrez quelques-unes de ces caractéristiques dans un des prochains cours, eh bien, il y a des physiciens qui se jettent dessus pour faire le premier modèle de simulation du comportement de l'atmosphère. Donc l'idée qu'on puisse utiliser des outils numériques, c'est-à-dire des modèles, pour essayer de comprendre ce qui va se passer plus tard, c'est pas apparu avec la dernière version de jeux vidéo, c'est quelque chose qui est très très ancien au regard de la science climatique aussi. Il y a un truc que je vous ai pas mis dans cette chronologie, que j'aurais dû vous mettre, j'y reviendrai après, c'est le moment où on commence où on a découvert les spectromètres de masse qui permettent de faire des analyses isotopiques, parce que ces analyses isotopiques sont absolument cruciales pour reconstituer les températures du passé. Donc il y a une autre date extrêmement importante, c'est les années 70. C'est à ce moment-là qu'on est capable d'analyser des sédiments ou d'une manière générale des échantillonnages prélevés ici et là sur la croûte terrestre, dont les fameuses glaces polaires, et avec des analyses isotopiques de reconstituer des marqueurs du climat passé. Et ça, c'est les années 70. Alors, je vous l'ai dit, un gaz à effet de serre a une définition extrêmement simple. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. D'accord, c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. Il se trouve que cette propriété physique n'est accessible qu'aux gaz qui sont triatomiques ou plus. Donc un gaz diatomique ou monoatomique, a fortiori un gaz rare, ne peut pas avoir de raie d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Donc l'oxygène est transparent à l'infrarouge terrestre, l'azote est transparent à l'infrarouge terrestre et l'argon aussi. Par contre, vous avez la vapeur d'eau triatomique qui possède des raies d'absorption. Vous avez le dioxyde de carbone triatomique qui possède des raies d'absorption. Vous avez le méthane qui a 5 atomes qui possède des raies d'absorption. Le protoxyde d'azote qui possède également des raies d'absorption. Et on va revenir à tous ces... Voilà. Des gaz qui sont là du pur Lego inventé par les hommes, qu'on appelle des allocarbures. C'est des hydrocarbures dans lesquels on a substitué tout ou partie de l'hydrogène par une molécule d'halogène, donc du chlore, du fluor, du brome, etc. On verra pourquoi on fait ça. Qui sont également des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Et enfin, il y a un dernier gaz qui est un gaz à effet de serre, qui est l'ozone. Donc l'ozone, c'est le couteau suisse de l'absorption, il fait tout. Donc il absorbe les infrarouges terrestres, il sait absorber les infrarouges terrestres plus exactement, il sait aussi absorber les ultraviolets du soleil. D'accord? Il fait tout. Merveilleux. Je vous l'ai dit, l'effet de serre est quelque chose de naturel sur Terre, puisque comme vous avez deux gaz présents dans l'atmosphère naturellement, qui sont des gaz à effet de serre, la vapeur d'eau et le CO2, et le méthane, pardon, vous avez de l'effet de serre sur Terre depuis que vous avez dans l'atmosphère du CO2, du méthane et de la vapeur d'eau. C'est-à-dire depuis
4 milliards et demi d'années. L'atmosphère primitive de la Terre a notamment été formée par le volcanisme qui a conduit à des gros dégazages de CO2. Donc dans l'atmosphère primitive de la Terre, vous avez déjà du CO2. Donc l'effet de serre, c'est une histoire vieille de 4 milliards et demi d'années sur Terre. Soit dit en passant, cet effet de serre, comme il est dû au volcanisme primitif, on a une planète qui s'est également formée une atmosphère dans laquelle il y en avait beaucoup. C'est une planète tellurique. Hein, elle a une densité de matière qui est proche de la nôtre, qui est Vénus. Donc Vénus a vraisemblablement eu une atmosphère primitive qui s'est formée comme la nôtre. Sauf que comme Vénus n'a pas porté la vie, Vénus n'a jamais eu les changements atmosphériques que nous avons connus sur Terre, avec d'abord l'apparition de méthane à cause des bactéries primitives qu'on appelle les archées, puis l'apparition d'oxygène avec les plantes primitives, puis plus développées, qui ont mangé le CO2 et qui ont créé de l'oxygène. Donc l'atmosphère de Vénus, elle a toujours 90-95% de CO2. Et à la surface de Vénus, avec 90 ou 95% de CO2, vous avez un effet de serre assez coquet, puisque la température de surface dépasse les 400 degrés. La différence entre Vénus et la Terre, c'est aussi que l'angle d'interception de Vénus est plus important, puisque Vénus est plus près du Soleil. Mais si vous regardez quel est l'impact de cet angle d'interception plus important, le fait que Vénus soit plus près du Soleil, sur la température d'équilibre, vous allez trouver quelques dizaines de degrés seulement. Bon, bonne nouvelle pour vous, c'est pas l'exercice que je vous donnerai à la fin de ce cours. Donc, ça n'explique pas pourquoi vous avez 400 degrés de plus par rapport à la température planétaire. Ce qui explique ces 400 degrés de plus, pour l'essentiel, c'est l'effet de serre de Vénus, extrêmement puissant, puisque vous avez, encore une fois, plus de 90% de CO2 dans l'atmosphère. Alors, je ne pense pas que de votre vivant, vous verrez ça, moi non plus du reste. Cela étant, c'est juste là pour montrer que l'intensification de l'effet de serre peut très très fortement changer le climat d'équilibre d'une planète. Hein, ça peut très fortement le changer. L'homme a donc une action aujourd'hui sur la composition atmosphérique, et la manière dont il a cette action, c'est au travers de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors le premier gaz à effet de serre que nous émettons en importance, mais après je vous dirai comment on calcule l'importance, c'est le gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, vous avez ici ces 5 causes planétaires qui sont d'origine humaine. La première, c'est la déforestation. Alors pourquoi est-ce que la déforestation émet du CO2 ? C'est quoi en pratique la déforestation? Oui. Alors, quand on déforeste, ça veut dire qu'on supprime la forêt. Donc il y avait des arbres, donc on les a coupés, qu'est-ce qu'on en fait? Essentiellement, on les brûle, oui. L'essentiel de la déforestation, c'est du défrichage, c'est-à-dire qu'on coupe la forêt pour installer des surfaces à vocation agricole. Et même quand le bois coupé est exploité, en fait, vous avez une petite partie seulement du bois qui va vivre longtemps. Dans une forêt française, vous avez 7% seulement d'un arbre qui est coupé, qui est du bois d'œuvre à longue durée de vie. Tout le reste, ça va rentrer dans des produits qui vont être soit à très courte durée de vie, typiquement du papier, des emballages, etc., soit à durée de vie raisonnablement courte, typiquement le meuble Ikea qui ne va pas survivre, en général il ne va pas vous survivre le meuble Ikea. Donc voilà, donc ça rentre dans des produits qui sont à durée de vie relativement courte, et donc une fois que le produit a fini sa vie, eh bien le carbone se retrouve dans l'atmosphère parce qu'en général c'est brûlé. Oui. Oui, c'est totalement négligeable. Donc là, ce que vous allez retrouver, c'est deux choses. C'est à la fois le carbone qui était contenu dans l'arbre et qui va passer dans l'atmosphère, parce que, encore une fois, on a essentiellement brûlé, je réponds à la question après. Et la deuxième chose que vous allez trouver, c'est que quand vous transformez un stol de forêt en stol agricole, vous allez labourer. En labourant, vous exposez l'humus à l'oxygène de l'air, et donc vous allez aussi déstocker du carbone par oxydation de façon accélérée. Vous diminuez le contenu en carbone du sol. Et c'est ces deux processus ajoutés l'un à l'autre qui font les émissions de CO2 provenant de la déforestation. Oui? L'ordonnée, c'est des millions de tonnes. Donc ça, c'est des milliards de tonnes. Enfin, vous enlevez les 3 zéros, vous avez des milliards de tonnes. Oui, pardon, j'aurais dû préciser.
Donc vous avez ici la déforestation. Alors ce que vous constatez, c'est que la déforestation est passée par une forme de maximum il y a quelques décennies. Alors elle continue, hein, elle est importante. La raison pour laquelle vous avez des fluctuations importantes ici alors que vous les aviez pas avant, c'est tout simplement que maintenant on a des statistiques sur des durées, c'est un biais de dépistage, hein, c'est qu'on a des statistiques sur des pas de temps plus courts que celles qu'on avait avant. Donc avant c'est lissé. Par ailleurs, apprécier la déforestation de manière statistique est un problème beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que ça se fait essentiellement avec des observations satellitaires. Mais si vous déforestez sur une parcelle qui est sous la résolution, sous le pixel de l'image, vous ne voyez pas. Si vous enlevez un arbre sur deux et que les houppiers des arbres restent à peu près comme ils étaient avant, vous ne voyez pas. Enfin bon bref, donc il y a plein de trucs que vous pouvez ne pas voir avec l'imagerie satellite. Donc savoir exactement combien d'arbres on a coupé, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Après, vous avez ici un deuxième terme qui est le dioxyde de carbone qui vient de l'utilisation du charbon. Alors, utiliser du charbon comme du pétrole, comme du gaz, confère ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est une réaction exothermique provoquée par de l'oxydation. D'accord ? Vous prenez un composé de carbone et d'hydrogène, ça s'appelle un hydrocarbure, dans des proportions variables, beaucoup de carbone solide, moyen de carbone liquide, peu de carbone gazeux, et vous l'oxydez. Et ça vous donne une réaction exothermique qui va vous permettre d'alimenter des machines. Donc ça, c'est le dioxyde de carbone qui vient du charbon, du pétrole et du gaz. Et alors là, vous avez un truc qui, en anglais, s'appelle lime calcination et en français s'appelle calcination du calcaire. Alors, calcination du calcaire, est-ce que vous savez pourquoi on fait un truc pareil? Ciment, absolument. Le calcaire, c'est quoi la formule du calcaire? C'est ACO3. Le ciment, c'est essentiellement de la chaux vive, CaO, avec tout un tas de poudre de perlimpinpin que vous rajoutez dedans. Un peu d'argile, un peu de marne, un peu de machin, etc. C'est pour ça, soit dit en passant, qui a déjà fait de la maçonnerie ici? Bon, vous avez remarqué que si vous mettez pas de gants, à la fin de la journée, vous avez la peau des doigts complètement bouffée. Bon, parce que le ciment, comme c'est de la chaux vive plus des poudres de perlimpinpin, ça vous agresse, c'est un oxydant, d'accord, ça vous agresse la peau. Donc les liants hydrauliques, d'une manière générale, vous agressent la peau. Pour faire CaO à partir de CaCO3, c'est très simple, vous prenez une grande paire de ciseaux et vous coupez en deux. D'accord? Donc vous prenez CaCO3, vous mettez CaO d'un côté et CO2 de l'autre. Alors c'est quoi la grande paire de ciseaux qui vous permettent de casser la molécule en deux? Ça s'appelle un four dans lequel vous portez votre calcaire à un peu plus de 1000 degrés, comme dans les indestructibles là, 1000 degrés, et vous récupérez donc d'un côté CaO et de l'autre côté CO2. Ah, évidemment, CO2, vous en faites rien, donc il part dans l'atmosphère. Eh bien, ce que vous avez ici en lime calcination, c'est le CO2 issu des fours à ciment qui provient de cette rupture de la molécule de carbonate de calcium en deux. Ça n'inclut pas le CO2 provenant de l'énergie qui vous a été nécessaire pour chauffer le four. Ça, c'est pas dedans, c'est en plus. Hein. Là, c'est juste la calcination du calcaire. Alors ici, je vous donne une vision par source. Maintenant, je vais vous donner une vision par zone. C'est un peu plus long comme échelle de temps, puisque nous partons de 1750, donc vous n'étiez pas né, moi non plus. Vous voyez qu'à cette époque, des émissions, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes. Et on va regarder comment évoluent les émissions au fil du temps. Alors ce que vous voyez, c'est que vous avez des émissions des pays anciennement industrialisés, là, OECD countries, qui augmentent, et qui ont tendance, depuis le pic énergétique dont j'ai parlé l'avant-dernière fois, à se stabiliser. Là, vous avez l'ancien bloc communiste, c'est ça qu'on appelle les économies en transition. Ici, vous avez l'Asie et notamment la Chine, et vous voyez qu'aujourd'hui, elle a dépassé la zone OCDE, mais que c'est allé extrêmement rapidement. Et enfin, là, vous avez d'autres pays. Alors, vous voyez il y a quelques petites indentations sur cette courbe. Alors, vous pouvez faire la récession de 1929. Bon, vous voyez ce que ça vous donne en évolution annuelle, c'est-à-dire vous avez un coup vers le bas, et en tendance, pas grand-chose. Retenez quand même que, à la fois, la crise de 29, son paroxysme plus exactement, c'est-à-dire l'année 1932, et le paroxysme de la guerre de 39-45, c'est-à-dire l'éradication industrielle de l'Allemagne et du Japon en 1945, c'est les deux seuls épisodes au cours du XXe siècle où les émissions annuelles ont baissé de 4% ou plus. Il y a eu 2 années en cours du XXe siècle où les émissions annuelles ont baissé de 4%, c'est 1932 et 1945. Alors retenez bien,
parce que si on est sérieux sur l'accord de Paris, il faudrait faire ça tous les ans, à partir de maintenant, en démarrant la semaine prochaine, jusqu'à ce que vous ayez mon âge. Tous les ans. Il faut faire tous les ans dans le monde un effort qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on a obtenu pendant ces 2 années-là. Rigolez pas, ça va être à vous de le faire. Ici, vous avez un choc pétrolier. Bon, vous voyez, je vous recite pas ce qu'a dit Chirac, mais j'y pense très fort. Là, vous avez une petite récession. Bon, ça dure pas très longtemps. Là, vous avez une très forte croissance qui a été le décollage industriel de la Chine. Et là, par contre, vous avez quelque chose qui a été très efficace pour faire baisser les émissions. C'est l'effondrement économique des pays communistes après la chute du mur. Marche très très bien. Alors vous verrez la prochaine fois que malheureusement ça marche très très bien, c'est bien ça qui pourrait marcher in fine pour respecter le fait que le monde est fini. Parce que pour le moment, on a un drame dans cette histoire que voici. Je vous ai montré au cours du premier cours que plus de PIB, en fait, ça voulait dire plus de flux productifs, que le flux était par définition mesuré par l'énergie, donc que ça voulait dire plus d'énergie, et que comme l'énergie est essentiellement fossile, ça veut aussi dire plus de CO2. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le drame des négociations climat. C'est le drame, comme disait l'autre. Parce que faire moins d'émissions de CO2 de manière massive, aujourd'hui, personne ne sait, pas même moi, concevoir ça sans faire une baisse significative du PIB. Personne ne sait faire ça aujourd'hui. On y reviendra, mais en gros, personne ne sait faire ça. Donc le drame des négociations climat, il l'a. Et je ne sais pas qui dans la salle connaît Brice Lalonde. Bon, les 2 vieux du fond. Alors, Brice Lalonde a été candidat écologiste, donc il a fait ses quelques pourcents des voix en France, à une époque où non seulement vous n'étiez pas des, mais moi j'étais pas vieux. Il a été ambassadeur climat de la France et il était notamment à Copenhague, on était ensemble à Copenhague en 2009. Et il a fait toutes les COP, donc c'est très simple. Et depuis, voilà. Du reste, si les élèves qui organisent des conférences ici veulent l'inviter un jour à faire une conférence, c'est un très bon orateur et il a une façon très très imagée et très parlante de raconter 1 milliard d'anecdotes. Et donc, Brice a dit un jour, donc il a fait toutes les COP depuis le début, et il a dit le problème des négociations climat, c'est que depuis l'origine, les pays occidentaux viennent en pensant qu'on va parler climat, les pays en développement viennent en pensant qu'on va parler développement, et c'est le développement qui gagne. Voilà. Parce que, comme je vous le rappelle là, plus exactement, c'est pas une démonstration, c'est un rappel, aujourd'hui, on ne sait pas faire plus de PIB sans utiliser plus de machines et donc plus d'énergie. Voilà. Alors on verra dans les cours qui viennent si on peut utiliser que de l'énergie décarbonée, vous verrez que c'est pas si simple. Ici, vous avez la trajectoire des émissions de CO2 de la France. Alors vous voyez qu'en série longue, eh bien, on est à peu près comme les autres. C'était tout petit, ça a augmenté, il y a des accidents, etc. Aucun des accidents n'empêche vraiment la hausse tant que la production économique croît. Il y a un truc quand même qui a bien calmé le jeu, c'est le programme nucléaire français que vous voyez ici. Cela étant, maintenant, les émissions, dès qu'on a la possibilité de faire croître le PIB, ce qu'on aimerait bien faire quand on est au gouvernement en ce moment, on n'y arrive pas trop, mais c'est pas parce qu'on le souhaite, eh bien, les émissions ont tendance à repartir à la hausse aussi. Ce graphique vient du dernier rapport du GIEC et il donne la contrepartie, j'ai envie de dire, de la variation des émissions sur les 4 dernières décennies en fonction de... C'est de l'équation de Kaya. Alors, qui connaît déjà ici l'équation de Kaya ? Personne. Bon, c'est bon, vous vous ennuierez pas trop la prochaine fois. Alors, l'équation de Kaya, c'est une équation qui décompose les émissions de CO2 en 4 termes, qui sont respectivement la population, le PIB par personne, l'intensité énergétique du PIB et l'efficacité CO2 de l'énergie. Et ce que disent ces 4 barres là, c'est que vous avez eu un rythme de variation des émissions toujours positif, donc une croissance des émissions sur les 4 dernières décennies qui est le triangle que vous avez là, mais ça se décompose en une amélioration de l'efficacité énergétique de l'économie, qui est la barre jaune, une amélioration de l'efficacité carbone de l'économie sur les 3 premières décennies de ce graphique, mais pas la dernière décennie, que vous voyez ici, ça se dégrade. En fait, c'est l'essor industriel de la Chine et l'explosion du charbon.
Vous avez également deux autres termes qui sont la population et la production par personne. Dit autrement, plus nous sommes nombreux, plus toutes choses égales par ailleurs nous émettons. C'est malheureusement arithmétique. Et par ailleurs, plus nous créons de flux physiques à base de machines par personne, c'est-à-dire plus nous créons de PIB par personne, plus nous avons une grande quantité d'énergie utilisée, et comme cette énergie est fossile, plus nous émettons. Donc, dit autrement, depuis les 4 décennies qui viennent de s'écouler, l'augmentation démographique et l'augmentation de la transformation de l'environnement par personne, c'est ça le PIB par personne, sont allés plus vite que les gains que vos prédécesseurs sortis de cette même école ont pu faire dans les machines que nous utilisons pour vivre, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on met dans l'air quand on utilise 1 kWh et la quantité de machines ou la quantité de kilowattheures qu'il faut utiliser pour faire $1 de valeur ajoutée. D'accord ? Ces deux paramètres techniques ont constamment évolué moins vite dans le bon sens que les deux paramètres qui poussent les émissions à la hausse n'ont évolué dans l'autre sens. Petit zoom sur la déforestation. Vous voyez que les zones qui ont déforesté ne sont pas les mêmes en fonction des époques. Vous voyez en particulier qu'il y a 1 siècle et demi, le champion du monde de la déforestation, c'était l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le champion du monde de la déforestation, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est, après que ça a été longtemps l'Amérique latine. Alors cela étant, ça déforeste encore dans plein de pays dans le monde. La déforestation a 2 déterminants très simples. Le premier, comme on déforeste pour augmenter les surfaces cultivables, le premier déterminant, c'est la taille de la population. Donc plus la population croît, plus on déforeste. C'est très simple. Et le deuxième déterminant, c'est plus un régime est carné, plus vous allez avoir besoin de surfaces agricoles importantes pour nourrir les bêtes que vous allez manger, au lieu de manger directement les végétaux qui poussent. Et donc, plus vous avez une surface par personne importante, enfin plus vous avez besoin d'une surface par personne importante, qui est évidemment prise là où on peut la prendre, c'est-à-dire sur la forêt. Donc je vais le dire de manière beaucoup plus résumée et beaucoup plus cash. Il y a 2 drivers, 2 déterminants essentiels à la déforestation, c'est l'augmentation de la population et l'augmentation de la part carnée dans l'alimentation. Voilà, c'est ça les 2 déterminants essentiels de la déforestation. Je vous ai montré... Oui. Qu'est-ce qui a poussé l'Amérique à diminuer ses déforestations ? Qu'il y a moins de trucs à couper. En Europe, le minimum forestier, je vous l'ai dit au cours du premier cours, c'était 15% de couverture de la surface européenne en 1850. Et donc, on s'est arrêté de déforester parce qu'essentiellement, il n'y avait plus rien à couper parce que 15%, c'est aussi à peu de choses près les forêts qui couvrent les montagnes, les très hautes latitudes, enfin là où en gros, vous n'avez pas envie d'aller mettre des trucs à cultiver, quoi. Mais toute la Beauce a été déforestée, toute la plaine aquitaine a été déforestée, etc. La forêt landaise a été replantée par derrière. Mais donc, vous avez essentiellement, quand vous avez toutes les plaines qui sont occupées, vous vous arrêtez, quoi. Voilà. À quelques exceptions près, hein, mais en gros, c'était ça. Il y avait une autre question ? D'accord. Voilà. Dit autrement, quand vous trouvez un équilibre entre la population et les surfaces cultivables, vous arrêtez de déforester. Donc, ou bien cet équilibre, il est trouvé par la limitation, j'ai envie de dire, par la famine. Donc, à un moment, les surfaces cultivables et les rendements font que vous ne pouvez pas augmenter la taille de la population. Donc, vous avez déforesté tout ce qui pouvait être déforesté, sauf les montagnes et les machins comme ça. Enfin, si, même ça, vous pouvez un peu déforester, mettre des cultures en terrasse, comme dans les Cévennes. Ou bien le point d'équilibre se trouve avant. Et alors en particulier aux États-Unis, un des trucs qui a aussi, entre guillemets, sauvé les forêts, c'est les tracteurs et les engrais. Parce que quand vous augmentez les rendements à l'hectare des cultures, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des surfaces ailleurs. Et soit dit en passant, quand on dit qu'il faut faire de l'agriculture extensive, ça se met à reposer le problème de la déforestation. Puisque si vous avez le même régime alimentaire en provenance d'une surface moins productive, là, vous avez besoin de plus de surface. Donc là, vous avez un conflit d'usage évident, enfin un conflit d'objectifs plus exactement évident, entre 3 trucs qui sont la viande, les phytosanitaires, les engrais et la déforestation. C'est un truc compliqué. Vous avez ici maintenant une autre manière de voir les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre de la population dans son ensemble,
mais qui sont les émissions de gaz à effet de serre par personne. Alors par personne, vous allez me dire, bah, c'est évident, c'était extrêmement faible au début de l'ère industrielle et puis ça a explosé après. Si vous regardez le CO2 qui provient des combustibles fossiles, oui, puisque le marqueur de l'ère industrielle, c'est d'avoir justement utilisé des machines qui mangent des combustibles fossiles. Si vous rajoutez le CO2 issu de la déforestation, alors vous voyez que le tableau n'est pas du tout le même. En un siècle et demi, les émissions de CO2 par personne n'ont été multipliées, entre guillemets, que par 2,5. Que par 2,5. Hein. Alors que sur la même période, la population humaine, elle a été multipliée par 5 ou 6. Donc, vous voyez que les émissions de CO2 par personne ont augmenté, mais les émissions liées à la déforestation ont fortement baissé, et évidemment, les autres ont compensé. Petit zoom sur la France. Ici, vous avez les émissions de CO2 tricolores. Il y a vraiment 3 couleurs sur ce graphique. Vous constatez qu'aujourd'hui, elles sont inférieures à ce qu'elles étaient au moment du premier choc pétrolier. Hein, on a moins d'émissions de CO2. Et vous voyez en particulier que celles du pétrole et du charbon ont fortement baissé. Alors le pétrole a été chassé des usages industriels et d'une partie du chauffage par le gaz et l'électricité. Le charbon a été chassé des usages industriels pour 2 raisons. La première, c'est qu'une fois que la France a fini de construire ses infrastructures, on a besoin de moins produire d'acier. Or, un des gros consommateurs de charbon, c'est la sidérurgie. On a fait moins d'électricité au charbon, ça c'est une deuxième raison, et on en a utilisé moins dans l'industrie. Par contre, vous voyez que le gaz avait tendance à augmenter ses émissions de CO2. En fait, ça a cessé d'être vrai depuis le milieu des années 2000. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on a quand même une tendance lourde sur ce graphique. Alors, quand vous là aussi... Oui. Il n'y a pas aussi une absorption de CO2 avec l'augmentation des forêts? Ça, c'est les émissions brutes. Il n'y a pas l'absorption des forêts là-dedans. C'est vraiment les émissions brutes. La comptabilisation des puits est un truc indémerdable, j'en parlerai rapidement, mais c'est un truc très compliqué. Donc les émissions brutes de CO2, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que en France, elles ont plutôt tendance à baisser depuis les chocs pétroliers. Si, soit dit en passant, vous voyez dans le journal, les émissions ont augmenté par rapport à l'année dernière. Au regard de la série longue que je vous montre là, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? La population a augmenté? Non, vous n'en déduisez rien. Quand vous êtes en train de regarder une évolution sur série longue, vous voyez qu'il y a des petits machins qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, etc. Quand vous avez ce genre de truc, la seule conclusion que vous pouvez en tirer, c'est rien. Voilà, ça n'empêche pas les gens qui ont besoin d'actualité de vous dire « Ah, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que machin, etc. » En fait, sur une année, vous en tirez essentiellement la conclusion que attendons de voir. Alors, c'est évidemment ennuyeux ce que je suis en train de vous dire, parce que dans un monde qui est régi par la réaction de court terme, de ne pas être capable de faire une attribution des causes précise sur ce qu'on est en train d'observer, c'est ennuyeux. Hein. Ici, vous avez la même chose discriminée par secteur d'utilisation. Alors, il y a quelques éléments qui sont assez frappants sur ce graphique. D'abord, ce que vous voyez, c'est que l'ordre dans lequel les émissions arrivent aujourd'hui n'est absolument pas l'ordre dans lequel ça arrivait au moment du maximum, au premier choc pétrolier. À ce moment-là, l'essentiel de l'utilisation, des émissions de CO2, était le fait de l'industrie. Pas du tout des transports comme c'est le cas aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est que les émissions de CO2 de l'industrie à partir des chocs pétroliers ont très fortement baissé, ce qui est une autre manière de dire que l'industrie est le secteur dans lequel la consommation est la plus sensible au prix. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tout brillant ingénieur des mines que vous êtes, dans votre vie personnelle, vous compterez beaucoup moins attentivement ce que vous faites que dans votre vie professionnelle. Donc, dans la vie professionnelle, les gens sont beaucoup moins sensibles, malgré ce qu'on vous apprend en économie, nous ne sommes pas que des êtres rationnels, et donc vous êtes beaucoup moins sensibles aux variations de prix qu'on peut l'être dans les entreprises où on fait des tas de calculs extrêmement savants pour savoir si on ne peut pas gagner 3 centimes ici plutôt qu'en perdre 2 là. Et donc, c'est la raison pour laquelle le secteur industriel est beaucoup plus sensible à des variations de prix que le secteur des particuliers. Hein, ça réagit plus vite. Et du reste, vous voyez que la même variation des cours du pétrole appliquée à l'industrie ici, ça change fortement la donne,
alors que là, ça ne change à peu près rien. Hein, la consommation de pétrole dans les transports a évolué avant-après à peu près de la même manière. Après, vous avez un deuxième endroit où ça se met à bouger significativement, c'est les industries de l'énergie, c'est-à-dire les centrales électriques et les raffineries, et ça c'est essentiellement le fait des centrales électriques. On avait de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz dans les centrales électriques, on en a de moins en moins, notamment du pétrole, et on se met à tout remplacer par du nucléaire, et vous voyez l'effet ici. Vous voyez également dans les bâtiments, donc résidentiels tertiaires, enfin chaudière des bâtiments plus exactement, que ça se met également à baisser. Et le seul secteur dans lequel ça a continué d'augmenter, c'est les transports. Cela étant, vous voyez que dans les transports, ça a tendance à baisser depuis le milieu des années 2000. Et c'est pas un effet de la conscience climatique, parce que c'est un effet que vous constatez dans tous les autres pays européens au même moment. C'est un effet du stress régional d'approvisionnement en hydrocarbures liquides dont je vous ai parlé au cours précédent. C'est un effet de ça. Si on prend tous les gaz à effet de serre confondus, voilà comment ça se décompose. Vous avez toujours les transports qui arrivent en tête. Mais par contre, vous voyez, alors bon, il faut bien regarder. Ici, vous voyez l'agriculture qui est tout en bas et vous voyez l'agriculture qui remonte beaucoup plus haut. Bon, je vais pas détailler pour le moment parce que je vais y revenir après. C'est lié au fait que ça émet d'autres gaz que simplement le... C'est quoi, c'est le Club Théâtre qui est à côté ou... Bon, je vais leur demander de faire un tout petit peu moins de bruit. Ou fermer la porte, non? Je pense que ça va régler le problème. On revient donc à nos moutons. La quantité de CO2 dans l'air augmente, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'y reviendrai après en vous expliquant comment est-ce qu'on mesure ça sur longue période. Cette quantité de CO2 qui augmente, on a une cause naturelle qui pourrait la conduire à augmenter, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est... C'est la cause qui a fait apparaître le CO2 dans l'atmosphère primitive de la Terre. Ah, volcanisme. Voilà. Si le CO2 apparaît dans l'air par le volcanisme, au moment où j'ai une augmentation de la quantité de CO2 dans l'air, est-ce que j'ai une raison particulière de constater une diminution corrélative de la teneur en oxygène? Oui ou non? Non. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de la quantité de CO2 dans l'air avec, en fait, la variation saisonnière. Et ici, vous avez la variation de la quantité d'oxygène dans l'air, c'est évidemment sur une échelle extrêmement dilatée, hein, et vous voyez qu'il y a également une variation saisonnière. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond cette variation saisonnière? Non. Vous avez encore droit au coup de fil à un ami et au 50-50? Oui? Non. C'est saisonnier. Le jour et la nuit, c'est... Oui, exactement. Vous savez que la Terre possède deux hémisphères qui sont très dissymétriques en ce qui concerne les surfaces émergées. Vous avez beaucoup plus de surfaces émergées dans l'hémisphère nord que vous n'en avez dans l'hémisphère sud. Ce qui veut dire qu'au moment où c'est le printemps dans l'hémisphère nord et où les plantes sont en croissance, la végétation en croissance va pomper du CO2 en provenance de l'atmosphère, alors que de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, vous avez beaucoup moins de plantes enfin de plantes à feuillage caduc, qui vont avoir des feuilles qui vont pourrir, ce qui conduit le CO2 à retourner dans l'atmosphère. Parce qu'en fait, une feuille qui pourrit, c'est une feuille qui se décompose sous l'action microbienne et les microbes respirent, comme vous. Et donc la respiration microbienne remet de l'oxygène, enfin remet du CO2, pardon, dans l'atmosphère. Comme vous, les microbes, ils absorbent de l'oxygène et ils rejettent du CO2. Donc, quand c'est le printemps et l'été dans l'hémisphère nord, la teneur en CO2 de l'atmosphère planétaire a tendance à légèrement baisser. Par contre, quand c'est l'automne et l'hiver dans l'hémisphère nord, la teneur en CO2 de l'atmosphère a tendance à légèrement réaugmenter. Et donc, autour d'une tendance lourde qui est pilotée par nos émissions de CO2, vous avez une oscillation saisonnière que vous voyez très très bien dans les relevés sur la teneur en CO2. Si cette oscillation saisonnière va corrélativement avec une oscillation saisonnière de l'oxygène, ça veut dire et que par ailleurs la tendance lourde à l'oxygène, c'est une légère baisse de sa concentration, ça veut dire que toute molécule de CO2 qui apparaît dans l'air
a pris une molécule d'oxygène dans l'air. On est d'accord? Et donc ça veut dire que ça n'a pu apparaître ce CO2 que par oxydation d'un carbone qui était disponible pour être oxydé. Or vous avez deux endroits où le carbone est disponible pour être oxydé. Vous avez la végétation, la décomposition des feuilles mortes, mais vous avez aussi, et c'est ça la tendance, la combustion des combustibles fossiles. Et c'est normal que la combustion des combustibles fossiles retire un peu. Vous allez déstocker du carbone de sous le sol et corrélativement, vous allez déstocker un peu d'oxygène de l'atmosphère. Vous assemblez les deux, ça vous fait plus de CO2. Donc ce que vous dit cette courbe sur l'oxygène, c'est que c'est bien un processus de combustion, ou d'oxydation du carbone, plus exactement, qui est à l'origine de l'apparition du surplus de CO2 dans l'air. C'est une des manières qu'on a de montrer que le carbone, le surplus de CO2 qui apparaît dans l'atmosphère, vient bien de quelque chose qui se passe à la surface de la planète et pas par exemple du volcanisme. Il y a une deuxième analyse qu'on est capable de faire sur ce CO2 qui montre que ça vient bien de chez nous. Vous avez entendu parler du carbone 14. Alors le carbone 14, est-ce que vous savez comment il se forme? Il se forme par transmutation de l'azote dans la haute atmosphère sous l'effet du rayonnement cosmique. Donc sous l'effet du rayonnement cosmique, vous avez de l'azote dans la haute atmosphère qui absorbe, je ne sais plus si c'est un neutron ou un proton, enfin bon bref, qui a une indigestion et qui se transforme en carbone 14. Ce carbone 14 après rentre dans le cycle du carbone, il va donc être ingéré par des êtres vivants. Quand vous avez des combustibles fossiles qui sont d'anciens êtres vivants, ça fait des dizaines de millions d'années qu'ils sont sous terre, ils ont totalement perdu leur carbone 14. Donc les émissions de CO2 qui viennent des combustibles fossiles doivent appauvrir l'atmosphère en carbone 14. Ce qui vient de la vie, c'est un cycle du carbone 14 à durée de vie courte. L'arbre pousse, ça dure quelques dizaines d'années, ou quelques siècles, il meurt, crac, ça repart dans l'atmosphère. C'est une durée trop courte pour que ça change fondamentalement la teneur de l'atmosphère en carbone 14. Par contre, quand vous déstockez des combustibles fossiles et que vous rajoutez du CO2 qui, lui, est totalement dépourvu de carbone 14, ça vous change la teneur isotopique de l'atmosphère en carbone 14. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate actuellement, c'est aussi quelque chose qui permet de dire l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ça vient bien de chez nous. Bon, ça je vais passer parce que j'ai pas le temps et puis c'est pas le plus important. Le CO2, oui. Est-ce que la diminution de la teneur d'oxygène, ça a une influence pour vous? Non. C'est beaucoup trop imperceptible. J'ai dit tout à l'heure, là c'est dilaté, on parle de parties par million. Donc on parle, là pour le CO2, on parle de faire passer la teneur en CO2 de 0,03% à 0,04% ou 0,05% de CO2 dans l'atmosphère. Si vous enlevez 0,01% ou 0,02% d'oxygène de l'atmosphère, ça fait une différence de pression partielle sur l'oxygène qui est beaucoup plus faible que quand vous allez au ski. Et vous avez constaté que vous revenez vivante du ski. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas. Rigolez pas, hein, Schumacher, il n'a pas eu tant de chance, mais bon. Donc cette diminution de la teneur en oxygène n'est pas suffisante pour que ça soit un problème. Par contre, l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère à des niveaux plus élevés que ceux dont on parle aujourd'hui, mais pas considérablement plus élevés, ça peut devenir un vrai problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de regarder si à 1000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on ne commence pas à avoir des problèmes sanitaires récurrents pour absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on est à 400. Ce qui est sûr, c'est qu'à 10% de CO2 dans l'atmosphère, vous mourrez. Ça, il y a une toxicité aiguë du CO2, et c'est pas juste parce que vous étouffez. Je peux vous mettre 20% d'oxygène au même moment. Hein. Il y a une toxicité aiguë. Donc le CO2 dans l'atmosphère, il vaut mieux pas qu'il y en ait trop. Vous avez du reste constaté que quand vous êtes dans une atmosphère qu'on appelle viciée, dans une pièce qui n'a pas été aérée, vous pouvez avoir un peu mal à la tête. Ben ça, c'est un des effets possibles du CO2. Alors, j'y reviens. Le CO2 est un oxyde, dioxyde de carbone. Vous savez, parce que vous l'avez appris en chimie, que les oxydes sont des molécules qui sont extrêmement stables. C'est très stable, un oxyde. Le fer, qu'on trouve aujourd'hui sous forme de dioxyde, de Fe2O3,
pas du dioxyde de fer, dans les gisements de minerais de fer, ça fait des milliards d'années, enfin depuis que les continents sont apparus et que le fer s'est oxydé, ça fait des milliards d'années que c'est sous forme d'oxyde de fer, et puis c'est resté comme ça, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement stable. Alors cette stabilité du CO2, cette stabilité chimique, s'applique aussi au CO2 que nous avons mis dans l'atmosphère. Une fois que le CO2 est mis dans l'atmosphère, vous n'avez pas de processus chimique d'épuration de ce gaz. Il n'y a pas de processus chimique d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Vous n'avez que deux processus d'épuration, j'y reviendrai plus tard, qui sont un processus physique. Le CO2 peut se dissoudre dans l'eau océanique. En fait, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. Et le CO2 peut être photosynthétisé, c'est-à-dire qu'il peut être absorbé, enfin plus exactement métabolisé par une plante, mais c'est une réaction endothermique, il vous faut un photon. Donc, spontanément, vous n'avez pas de réaction chimique du CO2 avec n'importe quoi dans l'atmosphère. Le corollaire de cette affaire, c'est qu'une fois que le CO2 se retrouve dans l'atmosphère, il va donc, enfin que le surplus de CO2 est créé dans l'atmosphère, plus exactement, son temps d'amortissement, le temps qu'il faut attendre pour que le surplus de CO2 s'évacue, après arrêt des émissions, est extrêmement élevé. Donc ce que vous voyez ici, c'est que une fois que vous arrêtez les émissions, vous attendez, plus d'émissions, eh bien ce que vous dit ce graphique, c'est qu'un siècle après, vous avez 40 à 50% du surplus qui sera toujours au-dessus de nos têtes. Donc un siècle après, c'est même pas au-dessus des vôtres, vous serez déjà morts. 1000 ans après, vous aurez toujours de l'ordre de 20% du surplus qui sera au-dessus de nos têtes. Et 10 000 ans après, vous aurez toujours de l'ordre de 10% du surplus qui sera toujours au-dessus de nos têtes. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le processus du changement climatique n'a aucune réversibilité. Aucune. D'accord ? Il n'y a pas un bouton reset sur lequel on peut appuyer un jour en se disant merde, comme disait Petit Gibus, là si j'avais su, j'aurais pas venu, qui permettrait de recommencer l'expérience à zéro. Voilà, on ne peut pas recommencer l'expérience à zéro. C'est l'expérience qui sera faite une fois et une seule. Et à cause de cette inertie absolument considérable du CO2 dans l'atmosphère, une autre chose que vous pouvez déjà garder en tête dès à présent, c'est que les conséquences du changement climatique, sur lesquelles je détaillerai un certain nombre de choses la prochaine fois, la seule garantie que vous avez, c'est qu'au moment où vous commencez à considérer, enfin vous, nous, l'humanité, au moment où on considérera qu'elles seront intolérables, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que ça sera pire derrière. À cause de cette stabilité du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'accord ? Oui ? On met du CO2 qui est tout seul, ou on met du CO2 qui a des arbres? Pourquoi il met du CO2? On met du CO2 parce qu'on oxyde des combustibles fossiles. Dans cette expérience. Eh bien, les arbres ne le mangent pas suffisamment vite parce qu'ils sont limités par la photosynthèse. Oui, partielle. Non, et après, dans les conséquences dont je vous parlerai, une des conséquences, c'est que vous allez affaiblir les écosystèmes terrestres. Donc en plus, ils vont avoir moins envie de manger le CO2 qu'avant. Vous avez un certain nombre de processus de rétroaction dans cette affaire, dont je parlerai la prochaine fois, qui sont des processus qu'on appelle positifs, c'est-à-dire d'amplification. C'est-à-dire que les premières conséquences du processus amplifient le processus. Et vous en avez un certain nombre que je détaillerai la prochaine fois. Donc là, vous avez évidemment la résultante de tous les effets. C'est émission, compte tenu du fait qu'il y a des absorptions. Hein, et vous l'avez. Donc je le redis, des absorptions, vous n'en avez que deux. Équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan, c'est physique. Réaction endothermique, photosynthèse, vous avez besoin d'un photon. Voilà, c'est besoin d'énergie. Cette affaire-là, ça va donc s'appliquer à des échelles de temps qui dépassent l'entendement. Et surtout, qui dépassent le temps caractéristique d'un mandat électoral dans les démocraties. Et qui, soit dit en passant, dépasse également très largement la stratégie de long terme de votre employeur futur s'il est coté en bourse. Et du reste, même s'il n'est pas coté en bourse. Hein. Donc, les horizons de temps qui sont en cause dans ce processus, dont je rappelle ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible à vos sens,
je rappelle ça quand même, hein. C'est des moyennes tout ça, le temps caractéristique de ce processus va très très au-delà du temps caractéristique des modes de gestion que nous avons, on va dire, démocratisés, pardon du mauvais jeu de mots, à la surface de la planète, c'est-à-dire ceux que nous avons rendus courants. Alors maintenant, il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a d'autres émissions de gaz à effet de serre, je vais y venir. Mais le CO2, en fait, quand je vous dis il y en a une partie du surplus qui s'en va, en fait, il reste pendant un certain temps et après sa concentration diminue de plus en plus fortement. Vous avez d'autres gaz pour lesquels l'effet radiatif instantané est beaucoup plus fort. Par contre, ils peuvent éventuellement rester beaucoup plus longtemps. Et vous en avez un dans cette affaire qui est un gaz qui est important aussi dans les discussions, qui est le méthane. Le méthane a un forçage radiatif instantané qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire que quand vous mettez 1 kg de méthane dans l'atmosphère, ça vous intercepte beaucoup plus efficacement les infrarouges terrestres que quand vous mettez 1 kg de CO2. Par contre, le méthane, lui, il a un processus chimique d'épuration de l'atmosphère, il se fait manger par les radicaux hydroxyles, et donc, il va y rester moins longtemps. C'est le seul gaz qui a un processus chimique d'épuration de l'atmosphère, pas les autres. À ce stade, ce qu'on sait, parce que je vous ai montré la courbe tout à l'heure, c'est que la quantité de CO2, depuis qu'on a des mesures instrumentales, c'est-à-dire 1958, augmente rapidement dans l'atmosphère, mais on n'est pas encore capable de comparer ça avec ce qui se passait à des périodes plus anciennes. Alors, pour comparer ça avec des périodes plus anciennes, on va avoir besoin d'aller faire un petit tour au pôle. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire un petit tour au pôle? Parce qu'au pôle, il y a un truc qui nous intéresse beaucoup en tant qu'archives climatiques, c'est les calottes. Le processus de formation d'une calotte, c'est quoi? On va prendre l'Antarctique, parce que maintenant le Groenland, ça a cessé d'être vrai, ce que je vous raconte. Sur l'essentiel de la surface de l'Antarctique, vous avez des températures qui sont négatives toute l'année. Ce qui veut dire que quand il y a des précipitations, c'est nécessairement sous forme de neige. Par ailleurs, des précipitations, vous en avez très peu. L'Antarctique est un endroit très froid, c'est un endroit extrêmement sec, donc vous avez peu de précipitations chaque année. Quand la neige tombe année après année, vous avez des précipitations neigeuses, et ces précipitations neigeuses, comme elles ne fondent pas, il n'y a pas de fonte, ce qui va leur arriver, c'est qu'elles vont se tasser à cause du poids des chutes de neige successives, et ce processus de tassement, au bout de quelques siècles, finit par transformer la neige en glace. D'accord ? Donc vous avez un processus de transformation de neige en glace simplement par effet de pression. Au moment où cette neige se transforme en glace, elle va emprisonner sous forme de petites bulles l'air qui circule entre les flocons. D'accord ? Vous aviez de l'air qui circulait entre les flocons, et dans le processus de tassement, cet air est emprisonné sous forme de petites bulles. Et donc vous allez retrouver dans la glace prisonnière sous forme de petites bulles l'atmosphère fossile qui date de l'époque de formation de la glace. Après cette glace, elle ne reste pas au même endroit. Il se trouve qu'elle va, en règle générale, fluer vers l'océan. D'accord ? C'est un processus d'accumulation et par effet de gravité, sous le poids de sa propre glace, c'est un peu fluide la glace, donc ça flue, et ça finit quelques temps après, milliers d'années, dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions d'années, par donner des icebergs. Quand vous allez bien choisir l'endroit où se trouve le carottage, parce que c'est ça dont on va parler bientôt, eh bien il se trouve que vous avez une petite portion de la glace qui, dans ce processus, dans cette dynamique, elle flue essentiellement verticalement. D'accord ? Donc elle s'enfonce sans aller se balader vers les côtes. Ce qui veut dire que si vous allez faire le trou pile au bon endroit, eh bien dans un carottage vertical, vous allez au fur et à mesure de la profondeur de la carotte récupérer de la glace de plus en plus ancienne, avec une atmosphère fossile de plus en plus ancienne. Et toutes les espèces chimiques contenues dans cette atmosphère qui sont stables une fois que la bulle s'est formée, ce qui est le cas du CO2, ce qui est aussi, soit dit en passant, le cas du méthane, parce qu'une fois que le méthane, vous l'avez retiré du contact avec les radicaux hydroxyles de l'atmosphère, il cesse de disparaître. D'accord ? Donc le méthane que vous retrouvez dans les bulles d'air formées dans la glace, lui, il représente la concentration en méthane que vous aviez au moment où la bulle s'est formée, enfin, ou en moyenne sur quelques siècles. Alors,
La manière dont on prélève une carotte, c'est très simple. Ici, vous avez un carottier. Le carottier, voilà, donc vous le mettez à la surface de la carotte. Vous faites un grand forage, donc un grand trou. Vous avez compris au moment du pétrole que le trou, on était les rois du trou. Vous savez très bien faire ça. Et donc, vous récupérez, voilà, une carotte de glace. Alors, voilà à quoi ressemble une carotte de glace, qui est beaucoup plus précieuse, évidemment, que celle qui finira dans votre whisky. Là, on est en train de la sortir du tube. On la coupe en petits morceaux, on étiquette soigneusement les morceaux pour dire à quelle profondeur ça a été prélevé et on envoie ça au laboratoire. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, qui est à Grenoble et qui étudie ce qu'il y a dans les carottes. Alors, dans les carottes, on va trouver deux trucs. On va trouver à la fois la glace elle-même et en analysant la composition isotopique de l'eau, c'est-à-dire la fraction d'oxygène 18 ou la fraction de deutérium dans l'hydrogène de l'eau, on est capable de reconstituer la température planétaire de l'époque. Parce que, au moment où l'eau s'évapore, vous avez ce qu'on appelle un fractionnement isotopique, c'est-à-dire que plus la température au lieu d'évaporation est chaude, et plus la vapeur d'eau emporte en proportion plus d'oxygène 18 et plus de deutérium, qui évidemment ensuite vont précipiter partout dans le monde, y compris en Antarctique, pour former la neige de la calotte. Donc la teneur isotopique en oxygène 18 et en deutérium dans la glace de la calotte, c'est un marqueur de la température planétaire. Et vous allez trouver l'air dans les petites bulles, et l'air dans les petites bulles, lui, il va vous marquer la teneur en CO2, en méthane, en protoxyde d'azote, ça marche aussi, que vous avez dans l'atmosphère des temps anciens. Oui ? Alors, comme en Antarctique, vous allez trouver de l'eau qui précipite après avoir été évaporée sur toute la surface de l'océan, globalement, c'est un marqueur de la température planétaire. Alors, pour le CO2, c'est également un marqueur du CO2 planétaire, parce que comme la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère se compte en siècles ou en millénaires, enfin du surplus de CO2, alors que le temps de brassage interhémisphérique de l'atmosphère, c'est de l'ordre de l'année, en gros, vous émettez du CO2 absolument n'importe où. Mais c'était plus tard, mais peu importe. Vous émettez du CO2, mais vous émettez du CO2 absolument n'importe où. Les concentrations vont s'homogénéiser très vite. Et donc, comme en plus à cette époque-là, vous avez peu de sources concentrées de CO2 susceptibles de perturber localement, j'ai envie de dire, la mesure. Parce que si vous aviez un volcan juste à côté de la carotte, ça serait un peu emmerdant, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Eh bien, vous avez un marqueur de la concentration en CO2 de l'atmosphère dans son ensemble. Alors, quand vous analysez ces concentrations en gaz à effet de serre dans la glace des calottes... Alors, pardon, vous pouvez faire ça en Antarctique, on pouvait faire ça au Groenland pour les temps anciens, vous ne pouvez plus faire ça au Groenland des temps modernes parce qu'il y a plein d'endroits au Groenland où maintenant la neige fond en surface de la calotte. Et donc à ce moment, évidemment, vous n'avez plus ce phénomène d'accumulation année après année qui vous donne des strates qui sont bien datées dans le temps. Hein, une partie de ce qui tombe Bruxelles, fiche le camp ailleurs, etc. Enfin bon bref, donc c'est plus du tout exploitable. Donc ce que vous avez ici, c'est donc la concentration en CO2, en méthane et en protoxyde d'azote, pas aux mêmes échelles, mais peu importe. Alors vous voyez que jusqu'au début de l'ère pré-industrielle, tout ça est stable, et arrive l'ère industrielle, et vous voyez la concentration qui se met à évoluer de façon extrêmement rapide à la hausse. On sait aujourd'hui remonter avec la carotte la plus ancienne qu'on ait préservée, enfin la plus profonde plus exactement, qu'on ait prélevée en Antarctique, à environ 800 000 ans. Et donc, sur 800 000 ans, on est capable de reconstituer la concentration en CO2 que vous avez et en méthane que vous avez là. Et je vous ai mis à l'échelle, ici, les surplus de concentration que nous avons déjà créés en l'espace d'un siècle et demi ou 2 siècles. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle des temps géologiques où les variations climatiques ont engendré, ou sont allées de pair avec des variations de gaz à effet de serre, là en l'occurrence c'est plutôt les forçages astronomiques change la température sur Terre, et ça change la concentration d'équilibre des gaz à effet de serre, j'y reviendrai au prochain cours, eh bien là, vous voyez, donc ça varie un peu, mais vous voyez qu'on est déjà totalement sorti de la variation naturelle avec ce qu'on a rajouté. Les périodes grisées ici, c'est les périodes interglaciaires chaudes, telles que celles qu'on avait commencé à vivre depuis des 1000 ans, et vous voyez que ça correspond à des concentrations plus élevées de gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne le CO2, c'est le processus de déstockage du CO2 de l'océan qui est à l'œuvre.
l'eau chaude dissout moins bien le CO2 que l'eau froide. Donc quand vous avez un forçage astronomique qui vous réchauffe la température de la planète, ça vous réchauffe les océans. À ce moment, les océans dégazent un peu de CO2 et, soit dit en passant, ça vous réchauffe encore plus la planète. À un moment, le phénomène finit par s'amortir et s'équilibrer. Mais vous avez un phénomène d'amplification. C'est la raison pour laquelle les sorties de glaciation vont beaucoup plus vite que les entrées en glaciation, parce que vous avez ce phénomène d'amplification, de rétroaction positive. En ce qui concerne le méthane, c'est plus chaud, c'est plus humide, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est un cycle de l'eau qui s'intensifie, hein. Donc plus de zones humides, donc plus d'émissions de méthane, puisque le méthane naturel est essentiellement émis par les zones humides. Hein, c'est un marqueur des zones humides, puisque pour faire du méthane de manière naturelle, il faut que vous ayez un endroit où la végétation pourrit, quoi, en gros, à l'abri de l'oxygène de l'air. Pardon, à l'abri de l'oxygène. Typiquement les marécages, etc. Donc plus vous augmentez les zones humides, plus vous augmentez les émissions de méthane. Et la question, évidemment, est où est-ce qu'on est parti dans tout ça à l'avenir. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'avant même de parler d'avenir, la discontinuité que nous avons introduite dans l'atmosphère est extrêmement brutale au regard de ce qui se passe sur les temps géologiques, et à cause de la durée de vie du CO2, enfin d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, même avec des émissions qui demain matin baissent très fortement, nous sommes encore très très loin d'avoir vu la totalité des conséquences de ce que nous avons déjà fait. D'accord ? On n'est pas dans un système instantané dans lequel les conséquences sont immédiatement après les émissions. On verra ça la prochaine fois. Ça va s'étaler sur des milliers d'années après les émissions. Voilà, donc la question c'est où est-ce qu'on s'arrête? C'est pas aujourd'hui, et loin s'en faut, la concentration en CO2 la plus élevée que nous ayons eue dans l'atmosphère planétaire. On a eu des époques géologiques anciennes où la concentration en CO2 était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Alors ici, vous avez un marqueur de la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère depuis le début de l'ère primaire, et c'est exprimé en multiples de la concentration actuelle. Alors, vous voyez qu'il y a des moments où il y a eu 20 fois plus de CO2, peut-être même 30, il y a longtemps. Mais ces époques-là ont aussi correspondu à des époques où la puissance solaire était plus faible. Et par ailleurs, à cette époque-là, il y avait probablement très peu de vie sur les terres émergées. C'est-à-dire que les terres émergées étaient encore essentiellement des déserts. Et la vie était essentiellement dans l'océan. Donc dans le changement climatique dont on parle aujourd'hui, mon avis, c'est que la probabilité que le changement climatique, cause l'éradication de toute vie sur Terre me paraît assez faible. Ce qui va être en jeu, évidemment, c'est où se déplace le curseur sur les endroits où ça se passe bien et les endroits où ça se passe moins bien. Hein, c'est ça la question. Mais ça va évidemment pas supprimer la totalité de la vie sur Terre. Oui ? Parmi les éléments que vous avez cités, la vie sur les terres émergées, la quantité de CO2 de l'atmosphère et le rayonnement du soleil, est-ce qu'il y a des liens de causalité ou c'est fait comme ça? Alors la quantité de CO2, je viens de l'expliquer, depuis qu'on a des océans, la quantité de CO2 est un peu pilotée par le rayonnement solaire, puisque quand le rayonnement solaire conservé par la planète, avec la variation de ses paramètres astronomiques, est plus importante, les océans se réchauffent et ça dégaze un peu de CO2. Donc là, vous avez un processus de pilotage. Quand vous avez la végétation qui se porte bien, ce qui s'est passé après l'apparition de la végétation au Cambrien, et bien là, vous avez corrélativement le CO2 qui baisse. Voilà. Donc vous avez des processus, évidemment, d'asservissement entre le rayonnement solaire, la quantité de végétation et le CO2 dans l'air. Mais ce qui est important dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est la vitesse à laquelle le processus évolue. C'est une affaire de vitesse, cette histoire. Hein. Pour reprendre quelque chose on en parlera au moment des conséquences, si vous rentrez dans un mur à 3 km/h, vous avez une bosse. Si vous y rentrez à 100 km/h, vous êtes mort. Donc là, on parle exactement de la même chose. Il y a des déplacements du système qui sont pas gênants parce qu'ils sont faits sur des durées lentes, et donc il y a des adaptations possibles. Et il y a des déplacements du système qui sont plus enquiquinants parce qu'ils se font sur des durées qui sont trop courtes pour que le système puisse s'adapter dans de bonnes conditions. Et là, malheureusement, on est parti sur la deuxième option. C'est ça qui est ennuyeux. Pour ça qu'il faut y passer 5 heures. Nous n'avons pas que le CO2 dans les gaz à effet de serre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors j'y reviens. Une fois qu'on sait qu'on n'a pas que les gaz à effet de serre dans l'affaire,
Pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire normalement tout le monde, si la collectivité fait bien son travail, qui vont un peu s'intéresser à la question du changement climatique dans leur métier futur, parce que comme c'est un truc transversal, il faut que tout le monde s'y intéresse un peu, vous allez avoir besoin d'une métrique. Comme il n'y a pas qu'un seul gaz à effet de serre. S'il n'y avait qu'un seul gaz à effet de serre, ça serait simple, la métrique c'est le poids de CO2, et puis on n'a que du CO2, on mesure en poids de CO2, et c'est plus grave d'émettre 3 kg que d'émettre 1 kg. Mais comme on a plusieurs gaz à effet de serre, du méthane, du protoxyde d'azote, est-ce que c'est plus grave d'émettre 1 kg de méthane, ou est-ce que c'est plus grave d'émettre 1 kg de CO2? Si mon patron me dit, tu as 1000 € pour réduire quelque chose, et que j'ai la possibilité de réduire le méthane de 3% ou le CO2 de 10%, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, vous ne savez pas répondre à cette question tant que vous n'avez pas une unité de comparaison, une monnaie, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de dire ça, c'est X fois plus grave ou X fois moins grave que le CO2. Alors, cette monnaie, elle s'appelle le PRG. Le PRG, ça veut dire le pouvoir de réchauffement global. C'est le forçage radiatif cumulé que va vous amener une unité de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Et plutôt que de regarder en absolu, on a choisi que cette unité soit une unité relative. Donc en fait, c'est le rapport entre le forçage radiatif cumulé d'une unité de gaz à effet de serre sur une durée donnée, sur le forçage radiatif sur la même durée, du même poids de CO2. Ce qui veut dire que par convention, le PRG du CO2 vaut 1, quel que soit l'horizon de temps concerné. On est d'accord ? Cette unité dépend de l'horizon de temps et elle dépend du forçage radiatif. Alors je vais revenir à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là. Vous voyez que si je prends par exemple ce gaz-là, qui est un allocarbure, et que je borne mon horizon de temps à une année, eh bien je vais avoir un rapport, comme on est logarithmique, 10, 100, 1000, 10 000 fois, ce PRG de ce truc-là va être 10 000 fois supérieur au PRG du CO2. Mais si je borne mon horizon de temps à 1000 ans, eh bien, ce truc-là, ce sera épuré beaucoup plus vite que le CO2. Et donc, en fait, mon rapport d'intégrale, parce que c'est ça, c'est mon rapport d'intégrale sur un horizon de temps donné, il va avoir une valeur extrêmement différente. Donc, il y a un débat, alors qui peut vous paraître un débat un peu technique, soporifique, tatillon, qui est, c'est quoi la bonne échelle de temps? Alors, c'est pas du tout un débat tatillon, parce que selon l'échelle de temps que vous prenez, en particulier pour le méthane, il est à un siècle 20 fois, enfin 25 fois plus nocif que le CO2, mais à 20 ans, il est 100 fois, 80, plus nocif que le CO2. Alors je prends 20 ou je prends un siècle? Eh bien, si je prends 20 ans, la Nouvelle-Zélande, qui émet plein de méthane parce qu'elle a plein de moutons et de vaches, se met à hurler. Pareil pour les pays qui cultivent du riz. Alors que si je prends un siècle, c'est les pays qui ont plus de CO2 dans leur inventaire d'émissions qui se mettent à hurler, en disant non, non, ça me désavantage ce truc-là. Donc vous voyez que ce sujet-là, qui peut paraître comme un peu technique et anecdotique, en fait, il pilote la façon dont on va répartir la charge de l'effort en fonction des sources d'émissions. Oui ? Parce que la culture du riz émet du méthane, que j'y reviendrai un peu plus tard. Une rizière, c'est un marécage artificiel. Donc vous avez des débris organiques qui se décomposent à l'abri de l'oxygène de l'air. Donc vous avez une décomposition anaérobie, et donc ça vous émet du méthane. Voilà. Toutes les décompositions anaérobies émettent du méthane. C'est le même principe, soit dit en passant, aujourd'hui dans les méthaniseurs, dont vous avez peut-être entendu parler, on fait exactement la même chose. On met de la matière végétale à l'abri de l'oxygène de l'air, qu'on fait manger à des bactéries primitives qui s'appellent des archées, qui vous émettent du méthane. Voilà. Alors une fois que j'ai voilà le méthane justement, j'aurais dû vous dire slide suivante. Donc on va pouvoir comparer les émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà par exemple les émissions de méthane. Pour le moment, je les compte en tonnes de méthane, ou plus exactement en millions de tonnes de méthane. Alors d'où ça sort, mon méthane? Eh bien vous l'avez ici. Vous l'avez d'abord, donc rice paddies, c'est les rizières, ici. Non, attendez, je suis pas sûr que ça... Non, coal mining, pardon. Donc ça, c'est la distribution de gaz. C'est les fuites dans les réseaux de gaz. Parce que le gaz naturel, c'est du méthane. Ça, c'est les mines de charbon. Donc, confère ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand on forme une veine de charbon, il y a du méthane qui est adsorbé sur le charbon. Vous vous en rappelez? Et donc, quand on mine le charbon,
eh bien, on émet du méthane dans l'atmosphère parce qu'on ventile les mines pour éviter que les mineurs fassent boum. Ensuite, au-dessus, vous avez la combustion de la biomasse. Alors, pourquoi est-ce que la combustion de la biomasse émet du méthane? Parce que le méthane, c'est un élément volatile qui se forme quand le bois prend feu. Et une partie de ce méthane n'est pas brûlée au moment où la combustion a lieu, et donc il fiche le camp dans l'atmosphère. Au-dessus, vous avez, alors livestock, c'est le cheptel, bovin, enfin c'est les ruminants, d'accord? Et là-dedans, vous avez essentiellement des vaches. Vous avez 1,5 milliard à 2 milliards de vaches sur Terre. Les vaches représentent la première biomasse animale, des mammifères, pas animale. C'est la première biomasse de mammifères sur Terre, devant les hommes. Et les vaches rotent du méthane. Elles le pètent très peu, précise. Pourquoi est-ce qu'elles rotent du méthane? Parce que les vaches sont supérieures à vous et à moi, elles ont 4 estomacs au lieu d'en avoir un. Et dans ces estomacs, vous avez un processus complexe de fermentation anaérobie, donc à l'absence de l'oxygène de l'air. Et dans ce processus de fermentation anaérobie, vous avez du méthane qui se forme et le méthane ressort par les voies supérieures. Et ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, vous avez effectivement les rizières, rice paddies. Donc c'est le processus que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de la décomposition à l'abri de l'oxygène de l'air. Et ici, vous avez landfill, ce qui en français veut dire décharge, absolument. Alors pourquoi est-ce que vous avez des émissions de méthane des décharges? Même motif, même punition, parce que dans les décharges, vous avez notamment des déchets organiques, vos épluchures de patates, enfin pour ceux d'entre vous qui épluchent des patates. Donc quand ça arrive dans une décharge, eh bien, vous avez les déchets qui s'empilent les uns sur les autres, et une partie de ces déchets vont donc fermenter à l'abri de l'oxygène de l'air et donc émettre du méthane. Alors maintenant, dans l'essentiel des décharges des pays occidentaux, ce méthane est capté, mais c'est pas partout le cas dans le monde. Un autre gaz à effet de serre dont je vous ai parlé, c'est le protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, même si ce camembert est un peu ancien, il est toujours valable dans ses causes et dans ses ordres de grandeur. Vous avez ici du protoxyde d'azote qui est issu des processus de combustion. Vous savez que la combustion, c'est un processus dans lequel vous oxydez quelque chose avec de l'oxygène de l'air. Mais en général, cet oxygène de l'air, vous ne l'amenez pas pur là où ça brûle. Vous l'amenez avec l'azote de l'air. Et donc, le processus de combustion va vous réarranger l'azote et l'oxygène sous forme d'oxyde d'azote. Donc, les oxydes d'azote de la pollution automobile, là dont vous entendez peut-être parler, eh bien, c'est tout simplement l'azote qui est rentré dans le moteur, qui s'est retrouvé dans la chambre de combustion du moteur, qui s'est recombiné à de l'oxygène et qui ressort sous forme d'oxyde d'azote. Et une partie de ces oxydes d'azote, c'est du protoxyde, petite partie. C'est la même chose dans l'industrie et c'est la même chose dans le transport, c'est la même chose dans les chaudières de bâtiments. Vous avez une cause essentielle qui est l'agriculture. Alors pourquoi est-ce que vous avez des émissions de protoxyde d'azote en agriculture? Parce que l'agriculture utilise des engrais, que les engrais contiennent des molécules azotées, c'est ça un des apports des engrais, c'est des molécules azotées, et que ces molécules azotées, quand vous les épandez sur le sol, et ça marche avec les engrais de synthèse, ça marche aussi avec le lisier des cochons ou avec le purin des vaches, eh bien, il y a une petite partie des molécules qui vont former du protoxyde d'azote sous l'effet de l'action microbienne des sols. Voilà, donc ça, c'est des émissions des sols liées à l'épandage des engrais azotés. Après, vous avez des molécules dites d'allocarbures. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des molécules qu'on a fait en remplaçant dans les hydrocarbures de l'hydrogène par des halogènes. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est amusé à faire des trucs comme ça? Tout simplement parce que la liaison C-halogène est une liaison qui est extrêmement stable. Ce qui veut dire que quand vous faites ce genre de composés, en particulier quand ils sont saturés, vous faites des molécules qui sont quasi indestructibles et donc qui ne sont pas toxiques. C'est des molécules qui ont remplacé d'autres usages à cause de leurs propriétés physiques intéressantes, où avant on utilisait des gaz qui, eux, étaient potentiellement toxiques ou agressifs. Alors dans les chaînes du froid, ça a remplacé le CO2 qu'on utilisait à un moment, qui était un peu moins bon sur le plan thermodynamique, et puis surtout l'ammoniac. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà amusés à respirer une grande bouffée d'ammoniac, mais c'est pas terrible. Donc on a préféré mettre dans les circuits frigorigènes
des molécules de gaz halogénés, parce que si vous en respirez un grand coup, il vous arrive essentiellement rien. C'est totalement inerte. Pareil pour les gaz propulseurs des bombes aérosols. On a utilisé ces gaz à la place des hydrocarbures qu'on utilisait avant, et où les gamins, quand j'avais l'âge d'être un gamin, faisaient ha-ha, hi-hi en enflammant la flamme du machin, là, ça vous faisait un grand chalumeau comme ça. Et puis comme il y a quelques gamins qui se sont fait péter la figure avec ça, on a remplacé ça par un truc qui brûlait pas. Ça a également servi de gaz expanseur de mousse. Donc si vous avez un vieux frigo des années 50 qui traîne dans votre cave, la mousse isolante du frigo a été faite avec un gaz comme ça qui a servi de gaz expanseur. Donc votre mousse, elle est truffée d'allocarbures. Donc si vous détruisez la mousse et que vous exposez ça à l'air, eh ben, ça part dans l'atmosphère et ça augmente l'effet de serre. Et enfin, ça sert également de solvant dans l'industrie des semi-conducteurs. Le plus dangereux pour la couche d'ozone de ces allocarbures, qui s'appelait le CFC, a depuis été éradiqué. Alors le CFC était une molécule très stable, comme tous les autres, chlorofluorocarbures, que du chlore et du fluor et du carbone. Mais comme c'était très stable, ça avait le temps de monter dans la haute atmosphère sans être agressé par quoi que ce soit sur le plan chimique. Dans la haute atmosphère, c'est dissocié par les ultraviolets durs. Et à ce moment, le chlore libéré par cette réaction agresse l'ozone stratosphérique. Et donc on a supprimé la production, on n'a pas supprimé les émissions, parce que vous avez des CFC qui ont été utilisés précisément comme gaz expanseur de mousse, et donc ils sont encore dans des vieux frigos qui continuent d'être démantelés aujourd'hui. On n'a pas complètement supprimé. Et puis il y a un certain nombre de pays qui en ont fait un peu en douce. On a remplacé ça par d'autres gaz qui ont à peu près les mêmes propriétés thermodynamiques dans les chaînes du froid, mais par contre qui sont pas agresseurs de la couche d'ozone. Par contre, c'est des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Voilà, donc vous avez toujours des gaz de cette nature, mais les émissions aujourd'hui sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'elles étaient dans les années 50. Après, vous avez un autre gaz à effet de serre dont j'ai parlé, qui n'a pas d'émission directe, qui est l'ozone. Alors l'ozone, je le redis, vous avez deux endroits où vous en avez. Vous en avez dans la haute atmosphère, celui-là nous intéresse énormément. Il nous intéresse à double titre. Il intercepte les ultraviolets durs du Soleil. Donc ça, c'est un premier truc qui nous intéresse, parce que sinon, ces ultraviolets durs gêneraient la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et il a un deuxième effet qui est beaucoup plus méconnu, qui est que comme il absorbe de l'énergie dans la haute atmosphère, il réchauffe donc la haute atmosphère et il crée ce qu'on appelle une inversion de température. C'est-à-dire que la température qui, par effet thermodynamique de base, diminue quand la pression diminue, quand on monte, jusqu'à la tropopause, c'est-à-dire jusqu'à la limite de la stratosphère, se met à se réchauffer quand on rentre dans la stratosphère. Et alors cette inversion de température a quelque chose d'absolument fondamental, c'est qu'elle limite la convection de la vapeur d'eau à la limite, à la tropopause. Si cette inversion de température n'avait pas lieu, la vapeur d'eau ne s'arrêterait pas à 15 km du sol, continuerait à monter plus haut, donc ça serait un peu gênant pour les précipitations. Et par ailleurs, la vapeur d'eau serait exposée, elle aussi, aux ultraviolets durs du Soleil, qui auraient depuis longtemps dissocié l'eau en oxygène qui serait resté sur Terre et hydrogène qui aurait foutu le camp parce que la molécule est trop volatile. Donc l'eau qui est arrivée sur Terre, si la couche d'ozone n'avait pas créé cette inversion de température, elle aurait disparu. Et alors ça, c'est également quelque chose qui est absolument crucial pour le maintien de la vie sur Terre. Alors cet ozone stratosphérique, il est formé par interaction de l'oxygène atmosphérique avec les ultraviolets. Il a son propre cycle et il ne bouge pas de la stratosphère. Et encore une fois, on l'aime beaucoup à cause des deux effets que je viens d'évoquer. Plus près du sol, vous avez de l'ozone troposphérique, de l'ozone qui apparaît près du sol. Alors celui-là, il nous intéresse beaucoup moins. Il apparaît pas du tout pour les mêmes raisons. Celui-là, il apparaît avec, parce qu'on joue au petit chimiste, en gros. On met dans l'atmosphère tout un cocktail, c'est Top Chef de la pollution, c'est-à-dire qu'on met dans l'atmosphère des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, on touille tout ça avec un peu de rayonnement solaire, il faut un peu de rayonnement solaire, et crac, vous avez de l'ozone qui apparaît. Alors celui-là, on l'aime pas du tout, parce qu'il rentre dans nos poumons, et il participe à l'effet de serre. D'accord ? Donc celui-là, si on pouvait ne pas le voir, on préférerait. Ici, vous avez des cartes qui vous montrent que la concentration d'à peu près n'importe quoi sur les allocarbures a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Et ici, vous avez des cartes qui vous comparent la concentration de fond en ozone. Et vous voyez qu'elle a extrêmement fortement augmenté. C'est-à-dire que bien que l'ozone soit un oxydant très agressif, c'est-à-dire que sa durée de vie dans l'atmosphère soit courte, parce que dès qu'il est formé, il trouve un truc à bouffer et il se jette dessus.
hein. Comme on continue à en produire en permanence, vous avez une concentration de fond en ozone qui est en permanence au-dessus de nos têtes. Plus ou moins élevée, mais en permanence. Hein. L'ozone, retenez aussi ça, est un inhibiteur de la croissance pour les plantes. Donc là où vous avez des concentrations en ozone qui sont un peu élevées, et comme il faut le temps pour que l'ozone se forme, en région parisienne par exemple, c'est pas là où vous avez la circulation routière que vous avez le maximum de la concentration en ozone. En général, il lui faut le temps de se former, donc le maximum de la concentration en ozone en fonction du vent, c'est toujours un peu sous le vent de l'agglomération à 10, 20, 30 km. C'est jamais pile dans Paris. C'est un inhibiteur donc de la croissance des plantes. Alors une fois que on a le comparatif des gaz les uns avec les autres, on peut représenter... Oui. Parce que c'est un inhibiteur de la croissance des plantes. Puisque c'est un effet constaté. Vous savez, le pourquoi, c'est toujours un comment qui se ramène au pourquoi de la fois d'avant. Donc en fait, ça inhibe, je ne sais pas trop quelle réaction dans la photosynthèse. Voilà, mais c'est un inhibiteur de la croissance. Une fois donc qu'on a l'élément de comparaison sur les gaz entre eux, on va pouvoir commencer à représenter les gaz à effet de serre sous forme, enfin les émissions plus exactement sous forme de camembert. Alors les camemberts, il y en a plein. Vous pouvez représenter par gaz, vous pouvez représenter par source, vous pouvez représenter par pays, tout gaz confondu, etc. Alors je vais vous proposer un certain nombre de camemberts et je vais commencer paradoxalement, pas par le camembert dans lequel il y a les gaz les uns par rapport aux autres ou, vous verrez ça après, mais je vais commencer par un camembert dans lequel j'ai attribué les émissions de gaz à effet de serre, tout gaz, donc à la fois le CO2, le méthane, etc., à un certain nombre de secteurs d'activité. Hein. Donc la totalité des activités fait 100% de ce qu'on fait, et je décompose ça d'une façon que j'espère parlante. Méthane émis par les mines de charbon inclus, donc c'est vraiment une vue globale. Les centrales à charbon représentent aujourd'hui dans le monde 20% des émissions planétaires. Dit autrement, une tonne équivalent CO2 sur 5, ce qu'on appelle, comme tous les gaz sont ramenés au CO2 avec le PRG, vous êtes d'accord avec moi que tous les autres gaz se comptent en équivalent CO2. Oui. Du coup, la tonne PRG, vous avez pris à 100 ans. À 100 ans. Ça veut dire qu'une tonne équivalent CO2 sur 5 émise dans le monde vient d'une centrale à charbon ou de sa chaîne d'approvisionnement. 1 sur 5. Après, vous avez des centrales à gaz et à fioul, alors ça c'est essentiellement gaz, qui représentent de l'ordre de 7% des émissions planétaires, en ce compris les émissions de méthane qui sont occasionnées par la chaîne gazière à l'amont. En rajoutant les combustibles utilisés par les cimenteries, la production de ciment, c'est 6% des émissions planétaires. Retenez que les émissions françaises, c'est 1,5%, si vous voulez avoir une base de comparaison pour tout ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Le reste de l'industrie, c'est 12. Alors là-dedans, c'est les émissions directes. Je n'ai pas compté les émissions de la production électrique utilisée par l'industrie. Si je rajoute la production électrique utilisée par l'industrie, la part de l'industrie passe de 12 à probablement, pour cimenterie incluse, pardon. Donc ça veut dire passe de 18 à quelque chose qui se balade aux alentours de entre 25 et 30. Parce qu'une bonne partie de l'électricité passe évidemment dans les processus industriels. Donc là, vous avez 12. Dans lequel les aciéries représentent à peu près 4. Sachant qu'à peu près la moitié de l'acier produit dans le monde sert à faire des bâtiments et des infrastructures genre ponts, etc., et que la totalité du ciment sert à faire ça, ça veut dire qu'en gros, construire des bâtiments et des ponts sur Terre, c'est un petit 10% des émissions planétaires. Hein, donc là, vous retrouvez aussi un élément de croissance démographique. S'il y a plus de monde, on fait plus de bâtiments. Voilà.
Le chauffage des bâtiments représente 6% des émissions. Alors vous allez me dire, comment seulement 6% des émissions? Tout à l'heure, on a vu sur le graphique de la France que, etc. Alors oui, seulement 6% des émissions, pourquoi? Parce qu'une bonne partie des bâtiments dans le monde n'ont pas besoin d'être chauffés. Si vous avez un bâtiment dans le sud de la Californie, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Si vous avez un bâtiment à Singapour, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Si vous avez un bâtiment à Lagos, son problème, c'est pas vraiment d'être chauffé. Son problème, par contre, est éventuellement d'être climatisé. Et à ce moment, les émissions de la climatisation, vous les avez pas là, parce que c'est pas une chaudière, vous les retrouvez là et là, puisque c'est des émissions de la production électrique. Hein. Mais sur le chauffage direct, une bonne partie des bâtiments dans le monde n'en ont pas besoin. Ensuite, là où vous avez du chauffage, en France, vous n'avez pas cette part-là très importante, parce qu'on a très peu de centrales à charbon. Vous avez une part ici qui est plus faible, parce qu'on a fini de construire nos infrastructures et on construit à un rythme moins effréné que dans les pays à forte croissance démographique. Donc la part des cimenteries est plus faible, etc. Donc par un effet de part de camembert plus petite à un certain nombre d'endroits, eh bien les autres parts sont corrélativement plus grosses. Mais c'est juste pour montrer que les parts peuvent varier beaucoup en fonction des pays. Après, cette très belle part rose, c'est les transports. Alors dans les transports, la flotte mondiale de voitures, c'est aux alentours de 6. La flotte mondiale de camions, c'est aux alentours de 4. La flotte mondiale de bateaux, alors quand je dis 6, c'est peut-être 7, mais cet ordre-là. La flotte mondiale de bateaux est aux alentours de 2, et la flotte mondiale d'avions est aux alentours de 2 aussi, hors gaz, hors CO2, mais j'ai pas le temps d'en parler pendant ce cours. Donc retenez 2. Ce que vous voyez donc à ce stade, c'est que par exemple, dans les usages de type machine, eh bien, le parc mondial de cimenterie, c'est le même problème que le parc mondial de voitures, donc on n'est pas en train de parler d'un truc totalement anecdotique. Le parc mondial d'aciérie, c'est le même que le parc mondial de camions. Ce que vous voyez également, c'est que les centrales à charbon, c'est plus important que la totalité des moyens de transport dans le monde, si je regarde les émissions. Voilà, donc là, vous commencez à avoir une base de comparaison qui vous dit, si j'ai envie de m'occuper du problème, où est-ce qu'il faut que je tape? Et vous voyez que c'est pas juste, on va supprimer les voitures et on s'arrête là. Ce problème est plus compliqué que ça. 20% de nos émissions, c'est le fait de manger. Donc c'est essentiellement des gaz hors CO2. Donc là-dedans, vous retrouvez les vaches, le reste du cheptel ruminant, mais qui est plus minoritaire, les rizières, voilà, les émissions et le protoxyde d'azote des champs. Et également de CO2 des tracteurs, mais qui est totalement minoritaire. Après, vous allez avoir la déforestation. Alors la déforestation, comme je le disais tout à l'heure, est un processus amont de l'activité agricole, ce qui veut dire que le fait de manger au sens large, c'est plutôt 30% des émissions planétaires. Et enfin, ici, vous retrouvez des trucs divers, donc par exemple la gestion des déchets, donc par exemple les fuites de chaînes du froid, donc, etc. Enfin, tout un tas de bricoles diverses et variées. Donc voilà, ça c'est une manière de présenter les émissions de gaz à effet de serre. Vous les présentez là par grand ensemble d'émissions directes. En France, voilà à quoi ça ressemble. Alors vous voyez que les parts de camembert, on retrouve les mêmes parts de camembert, mais d'abord pas présentées de la même manière. Donc vous allez trouver le transport qui arrive en tête, ensuite les bâtiments et l'agriculture, ensuite les bâtiments, l'agriculture et l'industrie à peu près à parité, et enfin le secteur énergétique, lui, il est petit, parce que encore une fois, la production électrique au charbon, on en a très peu, et c'est ça qui fait l'essentiel de la différence. Alors vous avez une autre manière de présenter les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les émissions qui sont issues de notre empreinte carbone. Alors notre empreinte carbone, c'est quoi? C'est par opposition aux émissions qui sont dites territoriales, c'est-à-dire les émissions qui viennent de la France, les émissions qui sont la contrepartie de ce qu'on consomme. Quand vous regardez les émissions présentées comme ça, c'est les émissions qui prennent place sur le sol français. Or, les vêtements que vous portez, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été made in ailleurs. Donc, la fabrication, par exemple, si vous portez, comme je vous l'ai évoqué au premier cours, des fibres synthétiques, ces fibres synthétiques, une partie des émissions viennent d'ailleurs, il a fallu extraire du pétrole et il a fallu commencer à craquer les molécules de pétrole, faire du plastique,
puis transformer, polymériser les monomères, puis etc. Enfin, tout un tas de trucs. Une partie n'a pas été faite en France. Hein, donc, toutes les fibres en polymachin chouette, les émissions n'ont pas été faites en France. Si vous achetez aujourd'hui un ordinateur, cet ordinateur n'a pas été fait en France. Donc, les émissions de production de cet ordinateur sont essentiellement des émissions extraterritoriales. Si vous achetez des tomates espagnoles en cette saison, ce qui est très mal, parce que ça pompe les nappes phréatiques, peu importe, à ce moment, vous avez acheté des tomates qui ont engendré des émissions, par exemple pour actionner les pompes, par exemple pour enrichir les serres en CO2, parce qu'il se trouve qu'il y a des serres qui sont enrichies en CO2 pour que les tomates poussent plus vite, donc on brûle du gaz pour enrichir les serres en CO2. Tout ça n'a pas nécessairement pris place en France. Etc., etc. Donc en gros, et puis si vous achetez une voiture qu'un constructeur, même français, a fabriquée en Roumanie ou au Maroc, eh bien les émissions correspondantes n'ont pas non plus pris place en France. Donc dans la vision des émissions territoriales, vous ne regardez que ce qui est fait en France, mais ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous allez acheter ou consommer. Ça ne correspond pas nécessairement à ça. Hein. Ça correspond à ce qui s'est passé chez nous. Et corrélativement, une partie des émissions qui se passent chez nous sont au service de quelque chose qui va être consommé à l'extérieur. Par exemple, quand vous fabriquez un Airbus chez nous, eh bien, les émissions de fabrication de l'Airbus sont normalement, dans une vision consommation, elles sont à imputer à la compagnie aérienne qui va vous acheter l'Airbus, qui n'est pas nécessairement une compagnie française et même essentiellement pas une compagnie française. Quand vous faites du vin, alors c'est pas très riche en CO2 la fabrication du vin, mais un peu quand même. Il faut faire la bouteille, il faut la balader en camion, etc. Il faut faire passer des tracteurs. Eh bien, cette bouteille de vin, si elle est exportée, ça c'est des émissions qui ont lieu en France, mais c'est pas vous qui allez vous régaler en buvant la bouteille. D'accord ? Donc, les émissions territoriales, c'est les émissions de ce qui se passe en France. Dans une vision consommation, on utilise quelque chose qui s'appelle l'empreinte carbone, que vous voyez ici, et qui, elle, correspond aux émissions qui ont pris place pour que vous puissiez bénéficier du produit ou du service que vous allez utiliser. D'accord ? Les émissions domestiques d'un Français, si je reprends la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui est... pardon. Si je reprends cette courbe-là et que vous divisez par la population, vous allez tomber sur le chiffre de un peu moins de 6 tonnes de CO2 par Français et par an, juste pour le CO2. Si vous rajoutez les gaz hors CO2, vous allez plutôt tomber sur 8. Ces 6 tonnes correspondent aux émissions domestiques. Là, sur la vision que je vous propose de l'empreinte carbone par Français, vous voyez que le total fait plutôt 10 quelque chose, 11. Donc on est au-dessus des 8 que j'ai évoqués tout à l'heure. La différence, c'est quoi? C'est les émissions qui ont pris place à l'extérieur du pays et qui correspondent aux biens de consommation qu'on a importés pour pouvoir les consommer chez nous. Donc la vertu climatique de la France, il y a évidemment une question qui se pose, c'est est-ce qu'elle s'apprécie au regard de nos émissions territoriales, donc on dit chez nous on n'émet pas beaucoup, ou est-ce qu'elle s'apprécie au regard des émissions de la consommation, et à ce moment on devrait pouvoir dire ce qu'on consomme chez nous, ça émet pas beaucoup. Et c'est un peu différent. Oui ? Alors l'empreinte carbone de la Chine en termes d'émissions domestiques est devenue maintenant sur le CO2 est devenue un peu supérieure à celle de la France. Par contre, comme vous le savez, si vous lisez les démêlés récents des Chinois avec M. Trump, une partie de l'empreinte carbone de la Chine sert à l'exportation. Donc en vision consommation, les Chinois sont en dessous de nous. En vision territoriale, ils sont maintenant légèrement au-dessus des Français. En dessous des Européens encore, mais pas beaucoup. Alors dans cette vision territoriale, je le redis, vous prenez les émissions domestiques, vous enlevez ce qui sert l'exportation, vous rajoutez ce qui sert l'importation, en gros. Donc on passe de 6 à 8 à 10, et alors ce que vous voyez sur la décomposition de ce graphique, finalement, c'est d'où viennent, à quels actes de la vie courante sont associées les émissions que nous avons aujourd'hui. Et finalement, ça pose la question de le citoyen consommateur électeur, où est-ce qu'il va devoir faire des efforts seul ou en association avec les gens qui lui ont fourni les produits ou services pour que les émissions baissent.
Hein, c'est ça la question. Alors les émissions en France, une première partie vient du fait qu'on construit des logements. Vous savez que chaque année, on construit des logements, on en construit quelques centaines de milliers. Alors évidemment, chaque personne ne se fait pas construire un logement chaque année. Alors, ça marche peut-être pour quelques émirs du pétrole, mais le français ordinaire, ça marche pas comme ça. Par contre, chaque année en France, vous avez quelques centaines de milliers de logements qui sont construits. Et si je dis rapporté aux Français, je regarde ce que ça représente comme émission, eh bien, en gros, ça représente quelques centaines de kilos de CO2 par Français et par an, c'est-à-dire la construction, en gros, de 1 à 1,5 mètres carrés par Français et par an. Hein. Les émissions de construction d'un logement, c'est quelques centaines de kilos de CO2 par mètre carré. Hein, selon ce que vous faites en logement individuel, en logement collectif, etc. Disons que ça se balade entre 200 et 400. Donc, vous voyez, quand vous faites construire une maison ou un appartement de 100 mètres carrés, eh bien, c'est d'un seul coup d'un seul 20 à 40 tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. Alors, ces 20 à 40 tonnes de CO2, ça vient d'où? De l'acier qu'il faut fabriquer pour faire les fers à béton, du ciment qu'il faut fabriquer pour faire le béton, du plastique qui va servir dans tout le bâtiment, les encadrements de fenêtres, les bâches que vous mettez par terre, l'étanchéité de la maison, enfin, ou de l'appartement, enfin, vous avez du plastique partout dans le bâtiment, des tuiles, des briques, enfin, bon, bref, etc. Donc, un Français, une année, 1,5 mètre carré en ordre de grandeur. Voilà. Après, vous avez un deuxième élément qui est le confort thermique et le confort énergétique du logement. Confère ce que je vous ai dit au moment du premier cours, bien qu'on dise que la France est un pays tout nucléaire, nous utilisons 4 fois plus d'énergie sous forme fossile dans le chauffage des bâtiments que d'énergie électrique. 4 fois plus. Donc, une bonne partie des émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre, que vous avez là, en l'occurrence, c'est essentiellement du CO2, que vous allez avoir dans les logements, vient du chauffage, qui est fait en utilisant du gaz et du fioul. Ça, c'est la partie hors chauffage qui, pour le coup, est purement électrique. Alors, en France, nous avons un facteur d'émission de l'électricité qui est très bas, même en tenant compte des importations, parce que de temps en temps, on importe un peu d'électricité. Si nous étions en Pologne, ce petit morceau-là, il ferait quelle taille? Par rapport à celui-là, ça doublerait, ça quadruplerait, ça sextuplerait, ça décuplerait ça... Alors, en gros, ça octuplerait, je ne sais pas si ça existe, ça serait multiplié par 8 à 10. Donc, cette barre-là serait supérieure à cette barre-là. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la France, qui, comme vous le savez, a une électricité qui est peu carbonée. Si vous allez en Suisse, si vous allez en Suède, si vous allez en Norvège, vous allez retrouver une proportion, ou exactement une importance de la consommation d'électricité dans les logements, dans l'empreinte carbone globale, qui va être aussi raisonnablement faible. Hein. Par contre, si vous allez dans des pays dans lesquels l'électricité est carbonée, et a fortiori des pays dans lesquels, en plus du chauffage, vous avez de la climatisation, typiquement vous allez dans un climat continental au milieu des États-Unis, on crève de froid l'hiver, on crève de chaud l'été, là vous allez avoir, et en plus leurs maisons sont mal isolées, là vous allez avoir à la fois des émissions de chauffage importantes et des émissions d'utilisation de l'électricité très importantes, potentiellement. Après, vous avez une barre ici qui s'appelle miam miam. Alors, ce que vous constatez, c'est que sur ce graphique, il y a d'autres analyses qui donnent ça un peu en dessous des biens de consommation, mais c'est les deux premiers postes qui ressortent. En gros, ce qui va arriver en premier dans l'empreinte carbone d'un Français, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie de ce que vous achetez, à la fois en biens courants et en biens durables. Là-dedans, vous avez aussi, dans les achats, là, vous avez aussi les machines à laver, les voitures, etc. Et pour manger. Donc l'alimentation et les achats, c'est en gros la moitié de l'empreinte carbone d'un Français. Donc à chaque fois que vous allez faire les soldes, crac, il y a le compteur à CO2 qui se met en route. À chaque fois que vous allez acheter une fringue, un canapé, dès que vous rentrez dans un supermarché et que vous en ressortez avec autre chose que ce qui se mange, il y a le compteur à CO2, une brosse à dents, une balayette à toilette, que vous voulez, il y a le compteur à CO2 qui s'est mis en route. Parce qu'il a fallu fabriquer un de ces 100 000 produits, puisque c'est à peu près ça qu'on a maintenant dans les supermarchés. Et donc,
comme je vous l'ai expliqué au premier cours, la chaîne s'est mise en route depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la dernière livraison dans le supermarché pour que ce produit ou ce service existe. Alors dans l'alimentation, à chaque fois dans l'alimentation et dans les achats, j'ai mis le premier constituant dans chacun des cas de figure. Alors le fret, il n'a pas été individuel, il a pas été affecté au produit parce qu'à l'époque où on a fait cette analyse, carbone 4, on n'était pas capable d'imputer le fret par catégorie de marchandises. Alors vous me direz, on aurait pu faire un truc au doigt mouillé qui est, je répartis ça au prorata des valeurs, sauf qu'en fait le fret c'est au prorata des tonnages. Et les tonnages, c'est pas nécessairement les valeurs. Hein. Un camion qui transporte des ordinateurs, c'est pas la même valeur qu'un camion qui transporte des salades, enfin le contenu de la cargaison. Donc on a eu du mal, donc on n'a pas imputé. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est que la première barre de l'alimentation, c'est la viande, en particulier la viande rouge, et si je rajoute les produits lactés qui sont un autre dérivé du cheptel bovin, eh bien la part des émissions qui vient en France de l'existence d'un cheptel bovin, c'est entre la moitié et les 2/3 de notre empreinte carbone. Donc, oui. Évidemment. En fait, c'est une analyse en cycle de vie. Donc, ce qu'on va compter dans les émissions de la viande, c'est les émissions agricoles qui ont servi à faire pousser les végétaux qui vont permettre de nourrir l'animal. Donc, vous avez le diesel du tracteur, vous avez la fabrication des engrais azotés qui vont être utilisés sur les cultures végétales. Et cette fabrication est faite en craquant du gaz. Les engrais azotés, c'est la chimie de l'ammoniac. Et la chimie de l'ammoniac, ça commence en produisant de l'hydrogène, en craquant du méthane. Je fais autant de CO2 qu'on veut. Je finis de répondre à la question, pardon, et après vous avez les émissions de N2O en provenance des champs. Vous allez avoir ça également, puisque s'il a fallu que ces émissions aient lieu pour avoir les végétaux. Puis vous avez les émissions du métabolisme de la vache. D'accord? Ah oui, vous avez tout ça mis bout à bout. Et en fait, c'est tout ça mis bout à bout qui vous fait l'empreinte carbone de la viande dans la barre que vous avez là. Et c'est pareil pour les fromages, donc vous récupérez. Après, c'est une affaire d'imputation. C'est-à-dire que le cheptel bovin, il vous produit de la viande, du lait et du fromage, c'est-à-dire du lait transformé. Et il y a une question de savoir comment on alloue ça. Alors, on peut en discuter pendant des heures. Est-ce qu'on alloue ça économiquement? Est-ce qu'on alloue ça massiquement? En sachant qu'une vache laitière, elle vous fait 10 tonnes de lait par an pendant quelques années, et à la fin, il vous reste 500 kilos de carcasse. Alors, est-ce que la viande est un déchet? À ce moment, ça vaut 0. Est-ce que la viande, c'est ce que vous payez cher? Donc, ça vaut pas du tout 0. Est-ce que enfin, voilà. Bon, donc, il y a tout un tas voilà. Mais c'est ça le principe dans le diagramme que je vous montre. On compte tout ce qui a été nécessaire du début jusqu'à la fin. Ah, pardon, il y avait une question là, et après au fond. Si vous dites que l'alimentation qui est utilisée par les animaux est comptabilisée là-dedans, elle n'est pas comptabilisée deux fois, une fois lors de la production de ces végétaux et une fois lors de la consommation de ces végétaux par les animaux. Attention, ne confondez pas deux choses. Là, ce que je compte, c'est pas des émissions de CO2, du carbone contenu dans les végétaux. C'est les émissions de gaz à effet de serre hors carbone contenu dans les végétaux qui sont nécessaires pour que les végétaux poussent. Donc, pour que les végétaux poussent, vous avez le tracteur qui passe, ça brûle du diesel, enfin du fioul. Ça, c'est pas le carbone des végétaux. Vous épandez des engrais dans les champs, c'est du N2O, c'est pas le carbone des végétaux. Et ça va pas, je vais pas le compter une deuxième fois parce que la vache, quand elle rumine, c'est pas équivalent à passer un tracteur dans le champ. Et c'est pas non plus équivalent à épandre des engrais par terre. Donc, c'est toute la chaîne. D'accord ? Et il y avait une question au fond. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une affaire d'allocation. En gros, pour faire 1 kg de fromage type comté, excellent, que je vous recommande, il faut 10 litres de lait. Donc le contenu carbone par kilo du comté, en gros, est 10 fois supérieur au contenu carbone par kilo du lait. Et ce que je vous ai montré, c'était rapporté à l'unité de masse. J'aurais pu prendre une autre échelle, j'aurais pu rapporter à la calorie, j'aurais pu rapporter à l'euro. Enfin voilà, il y a toujours une convention dans cette histoire. Là, je vous ai proposé par kilo. La calorie est probablement plus pertinent si vous voulez vraiment commencer à faire des comparaisons entre aliments. Pardon, juste pour finir la dernière fois, après le fait que vous ayez tant pour le lait et tant pour la viande, je le redis, à un moment c'est une convention. Si vous regardez les races laitières, vous les utilisez essentiellement pour produire du lait. Donc vous pouvez dire qu'en gros la carcasse de la vache en fin de vie, c'est un déchet. C'est-à-dire vous feriez du lait même si personne vous achetait la carcasse. Bon. Donc vous pouvez, dans une analyse de cycle de vie, quand vous avez un déchet que vous valorisez, vous comptez ça à 0.
Si vous dites que ça a quand même un peu de valeur, vous pouvez compter ça au prorata de la masse, mais comme encore une fois, vous avez 30 tonnes de lait qui ont été produits par la vache sur sa durée de vie versus 500 kg de carcasse à l'arrivée. Vous voyez, ça ne vous fait pas beaucoup d'émissions qui sont affectées à la viande. Si vous prenez, si vous agrégez ensemble les vaches laitières en fin de vie et les races à viande qui ne sont faites que pour la viande, vous allez avoir une valeur moyenne pour votre contenu carbone par kilo de viande qui est beaucoup plus élevée. Donc ça dépend vraiment de la manière dont vous faites votre calcul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas discriminé. C'est-à-dire, je prends les émissions de l'ensemble du cheptel bovin. Et je dis, ça va dans la viande. Voilà. Oui. Est-ce que dans l'analyse du cycle de vie, entre l'émission équivalente CO2, par exemple pour la construction des centrales nucléaires? Alors, le nucléaire, on a un chapitre là-dessus, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Là, je suis juste en train d'essayer de vous faire réfléchir sur les émissions et moi. Dit autrement, là-dedans, qu'est-ce qui est arbitrable par le consommateur? Enfin, on ne va pas en discuter longuement aujourd'hui, mais ça prépare cette réflexion. Qu'est-ce qui est arbitrable par le consommateur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève de mon libre arbitre et je décide ou pas de faire ça? Qu'est-ce qui est déjà un peu plus compliqué parce que ça relève de la manière dont la société s'est organisée dans un contexte dans lequel on m'a modérément demandé mon avis. Hein. Donc, ce que vous voyez, pour finir, donc l'alimentation, c'est le premier poste. C'est important d'insister là-dessus parce que pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, beaucoup, on présente souvent la question de la lutte contre le changement climatique comme un problème, d'abord hors climat, c'est-à-dire d'éoliennes et de panneaux solaires, et quand on rentre dans le climat, de transport. Quand même, on va beaucoup se focaliser sur les transports. Hein. Ce que je vous montre, c'est que les deux premiers postes, vus du consommateur final, ne sont pas là. Et donc ici, vous avez ce que vous achetez. Petit quiz, quelle était la hauteur de cette barre en 1990 ? Eh bien, en 1990, la barre faisait la hauteur de ça plus ça. Dit autrement, ce qui s'est passé entre 1990 et 2010, c'est que les émissions qui sont la contrepartie de ce qu'on achetait avant l'électronique, les chemises, les tables, les canapés, les lunettes, etc., est restée à peu près la même. Et on a rajouté à ça les émissions de fabrication de l'électronique. Et les émissions de fabrication de l'électronique, alors je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais je le mettrai peut-être dans le diaporama que je laisserai en testament. Retenez que les émissions de fabrication, aujourd'hui les émissions du système numérique mondial, c'est-à-dire la production annuelle des ordinateurs de toute nature, que ce soit les serveurs, les ordinateurs que je suis en train d'utiliser, vos smartphones, qui sont en fait des ordinateurs déjà beaucoup plus puissants que le premier ordinateur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été fait dans les années 50, la l'ENIAC, et les éléments de réseau qui sont nécessaires pour que ça communique, et les data centers, et l'électricité qui est nécessaire tous les ans pour alimenter tout ça, donc à la fois la production annuelle de tous ces composants et l'électricité qui alimente tout ça tous les ans, eh bien l'ensemble des émissions qui sont la contrepartie de tout ça, chaque année, c'est déjà 4% des émissions planétaires, c'est-à-dire la même chose que la flotte mondiale de camions, et ça augmente de 10% tous les ans, quasiment. Donc si vous voulez un truc pas durable, le numérique, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus emblématique dans le pas durable. Hein, l'idée qu'on a dématérialisé en mettant du numérique partout, malheureusement, c'est l'exact inverse qu'on est en train de faire. Voilà, donc ce compartiment-là, il n'existait pas il y a 20 ans, croyez-le ou pas, je suis né dans un monde dans lequel il n'y avait pas de smartphone. Ça a existé. Ça a existé. Il n'y avait pas d'ordinateur portable. Voilà. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Ça n'existait pas. Ici, vous avez la contrepartie des déplacements individuels. Donc là-dedans, les déplacements professionnels ne sont pas pris en compte. Donc si par exemple, vous avez un conférencier qui vient des États-Unis pour vous faire une conférence dans cette école en avion, parce que c'est peu probable qu'il le fasse en kayak de mer, eh bien, ça ne sera pas dans l'empreinte carbone de l'Américain en question, parce que c'est un déplacement professionnel. Donc là, vous n'avez que les déplacements personnels. Ce que vous voyez, c'est que l'essentiel, c'est la voiture, mais là, vous avez un gros paquet qui est essentiellement l'avion. Et l'avion, ça c'est pareil, en 1990, ce truc n'existait à peu près pas. Quand j'avais votre âge, pardon de faire le vieux schnock, mais je suis parti en stage aux États-Unis. Nous étions donc en 1986.
Et ben, en 1986, partir en avion aux États-Unis, c'était passer la nuit à Orly pour prendre un charter dont vous ne saviez pas à quelle heure il allait vraiment partir, et puis c'était l'aventure de votre vie, quoi. Je veux dire, vous arriviez là-bas 10 heures à l'avance, etc. Vous faisiez ça une fois, vous avez l'impression d'avoir fait un exploit. Et c'était à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, réservé au CSP++, etc. Donc l'avion est un truc qui a explosé sur les 15 dernières années. Et soit dit en passant, ces émissions-là ne sont pas dans les inventaires nationaux, parce que quand un avion d'Air France quitte un aéroport allemand pour aller aux États-Unis avec un passager indien, eh bien, personne ne veut des émissions. Les Français disent « Ah ben non, ça a transporté un passager qui n'est pas de chez moi pour aller de l'Allemagne aux États-Unis, donc ça peut pas être à moi, même si c'est Air France, ça peut pas être à moi. » L'Allemagne va dire bah, « Ça peut pas être à moi puisqu'il allait aux États-Unis. » Les États-Unis se disent « Ça peut pas être à moi parce qu'il transportait l'Indien. » Et l'Indien dit « Ça peut pas être à moi puisque je prenais un avion français. » Donc le résultat des courses, c'est que ces trucs-là ne sont à personne. Ça n'est dans aucun inventaire national et ça se retrouve dans un truc qui s'appelle les soutes. Quand vous voyez dans les diagrammes d'émissions, là, un truc qui s'appelle soutes, eh bien, en fait, c'est les émissions dont personne ne veut parce que ça a pris place dans l'espace international. Alors, si c'est soute aérienne, c'est un avion français transportant un Indien de Allemagne à Grande-Bretagne. Et si c'est soute maritime, eh ben c'est pareil, c'est un cargo, enfin ou un porte-conteneur de Maersk, compagnie danoise, qui est parti de Anvers pour rallier Shanghai en transportant des trucs faits en Corée. Voilà, c'est pareil. À ce moment, tout le monde dit les émissions, c'est pas à moi. Oui. C'est pas cher, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. En fait, rapporté en minutes de temps de travail, le prix du billet d'avion a été divisé par 10. Donc voilà, pourquoi vous emmerdez la vie quand EasyJet vous offre un truc à Bratislava pour 40 €? Ben, vous le faites. Voilà. Oui. Le train est imperceptible. Le train en France, c'est en gros 2% en ordre de grandeur de l'énergie utilisée par les transports aériens et routiers, et en plus, c'est décarboné. Donc c'est pas visible là, c'est l'épaisseur du trait. C'est moins de l'épaisseur du trait. Alors les chiffres en France, le transport aérien domestique, parce que en fait il faut comparer des trucs comparables. Le transport aérien domestique, c'est quelques millions de passagers par an. Paris-Toulouse, c'est 2,5. Après, je sais pas, mettons 5. 5 sur 1000 km en ordre de grandeur. Donc 5 millions fois 1000, ça vous fait 5 milliards de passagers kilomètres. Le train, c'est beaucoup plus important, c'est de l'ordre de 70. Donc ce que vous voyez, donc la barre en 1990, elle était haute comme ça. Et ça s'est rajouté. Et enfin, ici, vous avez les services publics. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des émissions dans les services publics? Très mauvaise nouvelle pour vous. À chaque fois que vous rentrez dans cet amphi, vous émettez des gaz à effet de serre. Parce qu'il faut l'hiver chauffer l'amphi, alors pas en cette saison. Parce qu'il a fallu construire cette école, il y a longtemps, cela étant, maintenant il y a prescription. Parce qu'il faut que je vienne ici, et tous les autres profs comme moi, etc. Donc, l'éducation nationale occasionne des émissions. L'éducation nationale emploie quasiment 1 million de personnes, enfin non, pas quasiment, 1 million de personnes, de l'ordre de 1 million de personnes. Elle chauffe énormément de bâtiments, enfin il y a énormément de bâtiments d'éducation, enfin des lycées, des écoles, etc. qui sont chauffés. Donc c'est des émissions. Deuxième gros poste d'émission, la santé. La santé occasionne probablement de l'ordre de 5% de l'empreinte carbone du pays. Parce qu'il faut chauffer les hôpitaux, fabriquer les médicaments, fabriquer les scanners, fabriquer les consommables, fabriquer les appareils qui servent à savoir si vous avez chopé une maladie honteuse ou pas, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont concourir à l'empreinte carbone de l'hôpital. Et enfin, le dernier grand poste dans les services publics auquel vous n'allez sûrement pas penser, c'est... Ah, c'est bien, l'armée. Donc pour ceux d'entre vous qui ont vu Top Gun, vous vous rappelez que l'armée, c'est des gros objets qui consomment beaucoup de kérosène ou de carburant. La consommation de pétrole de l'armée américaine, c'est entre le tiers et la moitié de la consommation de pétrole de la France. D'accord ? Donc en France, nous avons une plus petite armée. Ça représente quand même quelques points. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous appartient à vous tous, dans votre empreinte carbone, puisque vous êtes tous, entre guillemets, bénéficiaires du fait qu'on ait un système de soins, un système d'enseignement ou une armée.
Voilà, donc ça c'était la partie changement climatique sur qu'est-ce que c'est que le climat, que sont les émissions, et la prochaine fois on verra ce que ça fait au système climatique et ce qu'en sont les conséquences. Voilà, bonne soirée.